ponctuel à attendre. Voilà, pas ici, j'ai. Je suis en train de lancer les filles, s'il vous plaît. Tu vas la partager directement sur ton machin et tu mets les connecter. Ponctuel à attendre. Voilà, pas ici, j'ai. Je suis en train de lancer les filles, s'il vous plaît. On est en direct. Mhm. Donc, on peut y aller. Amy. Laisser à tout le monde le temps de se connecter aussi. Oui, bien sûr. Et de partager. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On attend que les gens se connectent. En fait, il n'y a pas encore. D'accord. Par la même occasion, je vais essayer de partager sur mon compte perso. On affiche. On pouvait aussi réafficher. Par la même occasion, je vais essayer de partager sur Donc, on est en live sur le compte CGF pour le webinaire sur l'autonomisation de la femme, la soumission, la richesse, les mots-clés. On va repartager la fiche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, nous attendons. Voilà, je suis là. Et Amy, tu peux y aller. Hein. Voilà, donc bonsoir encore à tous. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le live du CGF, le webinaire. Le CGF, le séminaire des jeunes femmes. Une réunion de femmes entrepreneurs, d'étudiantes, de femmes mères aussi, de jeunes femmes qui vont aujourd'hui vous présenter leur vision de la femme autonome qui crée de la richesse. Je vais laisser la parole à Marina, la fondatrice, pour nous présenter et aussi donner la parole à toutes les pionnières qui sont actuellement dans le webinaire. Bonjour encore à tous et bienvenue. Donc voilà, nous vous disons merci encore d'être là et d'assister à cet échange avec nous, de partager avec nous. Alors, les questions sont posées, le débat est là, nous avons présenté les questions. La soumission est-elle un frein à l'autonomisation? Et nous allons échanger aussi sur comment la femme autonome permet-elle la création de richesses. Donc, je vais laisser le soin à toutes les intervenantes de se présenter. On va commencer par Iris. Tu peux y aller. Alors, bonsoir à tous. Je suis Uris Angelina, animatrice radio, et je suis aussi membre du CGF, et c'est avec plaisir que je serai l'une de vos intervenantes ce soir. Merci bien. Merci, Uris. Alors, Christelle. Bonsoir tout le monde, je suis Christelle Djedje. Je suis chargée de projet dans une entreprise industrielle et je suis membre du CGF. Donc, j'ai l'honneur de faire partie des intervenantes pour ce débat-échange. Alors, Marie-Michel. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis mademoiselle Bayou Marie-Michel, donc je suis une professionnelle du marketing dans le e-commerce
et je suis aussi membre du CESEF, donc chargée de communication de l'association. Merci. Merci Marie-Michel. Blondel, donnant la parole. Bon, bonsoir tout le monde, je m'appelle Blondel Akono. Je suis camerounaise et je suis event manager et je suis jeune entrepreneur également. Je suis ravie d'être parmi vous. Et je fais partie des membres du CEGEF. J'espère que notre échange de ce soir sera productif pour tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, à notifier que les femmes du CEGEF sont partout en Afrique, du côté de Casablanca, du côté d'Abidjan, du côté de Yaoundé, du côté de Libreville, parce que le CEGEF, c'est le CEGEF d'Afrique. Et donc, ce sont des femmes qui se réunissent au sein d'une ONG pour aider les femmes à devenir autonomes, pour promouvoir la femme, l'entrepreneuriat. Nous vous disons encore merci d'être là. Alors, notre échange porte sur l'autonomisation et la soumission. Les questions se posent, les débats sont houleux, la question est d'actualité. La soumission est-elle un frein à l'autonomisation? Aujourd'hui, nous allons essayer de participer pour répondre à cette problématique et donner notre opinion, donner la vision que les femmes du CEGEF partagent. Donc, voilà. Alors, je vais donner la parole d'abord à Christelle. Alors, déjà, nous allons défendre cette thématique sur 2 points. Déjà, en essayant de faire comprendre c'est quoi l'autonomisation, c'est quoi la soumission. Est-ce que nous comprenons de la même façon dans la société, dans les entreprises, en famille? Donc, nous allons essayer d'aborder les différents points afin de nous montrer un peu à tous comment la soumission est perçue dans la société. Donc, Christelle, nous t'écoutons. D'accord. Et donc, pour rappel, le CEGEF prône l'autonomisation de la femme. Et nous nous sommes interrogés sur tout ce qui pourrait être des contraintes à l'autonomisation de la femme, dont la soumission. Donc, ça reste toujours une interrogation et c'est un partage d'idées que nous allons faire maintenant. La question c'est, est-ce que la soumission est un frein à l'autonomisation? Avant de répondre, il serait intéressant de s'aligner sur ce que chacune entend sur être soumise ou être autonome ou encore qu'est-ce que le frein. Donc pour nous, être une femme soumise, c'est une femme qui est disposée à obéir à une autorité, quelle qu'elle soit. Une femme autonome, c'est une femme qui a la capacité de s'administrer elle-même, de se gérer elle-même sur différents plans. Une femme peut se définir autonome lorsqu'elle a l'immense plaisir de gérer son emploi du temps, lorsqu'elle est indépendante financièrement, lorsqu'elle atteint un certain épanouissement personnel ou encore professionnel, lorsqu'elle arrive à concilier vie familiale et vie professionnelle. En ce sens, nous nous demandons, est-ce que être soumise à une certaine autorité empêche d'arriver à ce but? Moi, je réponds sous différents angles, oui ou non. Je commence par le volet civique, le volet gouvernemental. Être soumis à une autorité civique ou à l'autorité gouvernementale de son pays, pour moi, c'est pas un frein à l'autonomisation de la femme. Pourquoi? En société, une femme est autonome lorsqu'elle entreprend, lorsqu'elle est indépendante financièrement, lorsqu'elle a la latitude de gérer ses activités elle-même. Et entreprendre en société, c'est un engagement sociétal. De ce fait, il est tout à fait normal que ce soit recadré par des lois. Donc, se soumettre à la loi, se soumettre à la société civique n'est pas un frein à l'autonomisation. On a plusieurs exemples de femmes qui réussissent à se soumettre à la loi et qui sont autonomes. Je veux parler des femmes écrivaines, par exemple, Fatou Diop, que beaucoup connaissent, une femme sénégalaise qui est aujourd'hui écrivaine et qui arrive à exprimer son point de vue, qui arrive à être libre au travers de son pinceau, de son stylo,
tout le temps, toujours en restant soumise à la loi, en restant soumise à comment la loi désire recadrer les écrivains. En dehors d'elle, il y a les avocates, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, peu importe le pays ou le continent. Une femme qui reste soumise au gouvernement ne peut être autonome, n'est pas enfermée dans une boîte ou n'est pas à même d'exprimer sa maturité morale ou encore sa capacité à exprimer sa dignité humaine. Mais dans ce cas, alors, la soumission, alors, sur le plan civique, ce n'est pas que la femme, c'est les hommes aussi. C'est tout être humain dans la société qui est soumis aux lois civiques, aux lois gouvernementales. Donc, la soumission, ce n'est pas, d'un point de vue civique, ce n'est pas seulement la femme qui est soumise, c'est tous les êtres qui sont soumis. Est-ce que vous... Voilà. Donc, Mais oui. Il y a souvent des expressions qui disent que en société, la femme a très peu d'avantages à s'exprimer, à être autonome. Et donc, quand elle est soumise à toutes ces contraintes gouvernementales, elle n'arrive pas à s'exprimer librement. C'est pourquoi moi, en partant sur ce volet, j'aimerais rappeler ou bien j'aimerais m'exprimer en disant que non, en étant soumis à la société, on n'est pas dans un cadre qui empêche l'autonomie. Pour parler de la femme spécifiquement. C'est vrai effectivement qu'il s'agit ici des hommes ou des femmes qui sont soumis au gouvernement. D'accord. Nous pouvons aborder un autre point où une intervenante a quelque chose à ajouter par rapport à la soumission sur le point civique, sur le point gouvernemental. Moi, je maintiens le point que les hommes aussi sont soumis, qu'il n'y a pas que les femmes. Donc, qu'aucun être humain qui est soumis aux lois ne peut pas être autonome. Donc, l'autonomie sur ce plan est pour tout le monde. Donc, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc, je pense que par rapport à la loi, donc oui, Christelle avait un autre aspect à aborder par rapport à cela. Oui, toujours dans le volet gouvernemental, j'estime que s'exprimer, c'est aussi, enfin, être autonome, c'est aussi écrire l'histoire, c'est aussi écrire, continuer ce qui a déjà débuté. Et toujours dans ce sens, on n'est pas, c'est possible d'être autonome toujours en étant soumis au gouvernement. En dehors du gouvernement, il y a le volet professionnel. Sur ce volet, moi, j'estime qu'en étant soumis à une hiérarchie professionnelle, c'est une contrainte où on est un peu plus attaché et on a les mains liées entre griffes. C'est un peu plus difficile d'être autonome quand on est soumis à une hiérarchie professionnelle. Plusieurs exemples. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Amy, vas-y. Ah non, je laisse Christelle terminer si elle n'a pas fini. Non, tu peux intervenir, vas-y. Donc, je vois que Christelle a parlé de la soumission sur le point des autorités. Si on pouvait rajouter un point à la soumission, je rajouterais, désolé, un peu de bruit, j'ai de la visite. Je rajouterais la soumission sur le point familial aussi et la soumission, parler d'autonomie et soumission, il faudra aussi parler au final des moyens parce que quand on veut être autonome, il faut qu'on se pose la question d'est-ce que j'ai les moyens d'être autonome? Donc, aborder l'aspect soit du travail, donc il faudra faire de l'autofinancement. Si on est étudiant, par exemple, faire des petits boulots qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs, nos rêves, ou rejoindre des associations telles que le CEGEF qui prône justement l'autonomisation de la femme et qui se dit, si on est ensemble, si on est réunis, on peut faire quelque chose de grand. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation de la femme, il faudrait que ces femmes-là qui ont envie de réaliser des grandes choses se disent qu'en adhérant à des associations comme ça, avec des femmes qui se soutiennent, ça peut m'ouvrir une grande part de marché. Actuellement, on a la Côte d'Ivoire qui est représentée, on a le Cameroun, on a le Gabon, et l'importance de se fédérer comme ça, ça fait que si un produit ne pouvait pas marcher peut-être en Côte d'Ivoire, en le faisant arriver au Gabon, ça peut marcher. Si on n'avait pas la bonne stratégie, peut-être qu'il pouvait passer pour quelque chose qu'on voulait lancer et qu'on n'a pas forcément les moyens de se financer, en étant dans des associations comme telles que le CEGEF, on peut réaliser son rêve plus tôt que prévu même. Donc, c'était un peu le point par rapport à
ce qui doit suivre pour arriver à cette autonomie. Par exemple, on prendra notre cas, nous tous ici, en majorité, si on se dit aujourd'hui autonome, ce n'est pas juste le fait de pouvoir décider de nous-mêmes, comme la définition le dit, mais c'est aussi cet avantage-là qu'on a eu d'être bien entouré et de se retrouver dans un milieu qui est favorable à notre autonomisation. Voilà. Donc, nous avons Blondel qui a demandé la parole. Blondel, nous t'écoutons. Oui, bonsoir une fois de plus. Je pense que lorsque nous abordons le sujet, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde aux cultures variées, multiples cultures. Nous sommes des Africains, nous sommes des Africaines, au CEGEF particulièrement. La majorité, c'est des jeunes femmes africaines. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aborder la soumission et cette autonomie-là sans penser aux coutumes, à nos coutumes. Je pense que c'est lié à l'éducation. Tout part d'abord de l'éducation, des mœurs, des valeurs morales qu'on nous inculque dès le départ. Donc, je pense que c'est ça la base, en fait. Quand nous parlons... Blondel, nous ne t'entendons pas. Alors, pourquoi la question d'autonomisation se pose si on fait référence à nos valeurs, à notre culture? Pourquoi alors Africain, oui. À la base, nous devons penser à la soumission sous cet angle-là, sous l'angle des coutumes. Oui. Et maintenant, l'autonomie, justement, qui est directement liée, l'autonomie qui est directement liée à cette soumission-là, la soumission qui est directement et l'autonomie vue sous l'angle des valeurs morales africaines, je pense que on doit partir du fait que une femme qui a été je vais dire ça comment? Une femme qui a été éduquée de manière à ce que tout ce que l'homme lui dit est parole d'évangile, ne peut pas se comporter aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan matrimonial qu'une femme qui, à la base, sait qu'elle a des droits, elle a des valeurs. Donc, voilà un peu. Blondel, penses-tu que dans la société, dans notre société ancienne, dans nos cultures, les femmes avaient des droits? Est-ce que ces femmes-là avaient le droit? J'invite les autres intervenantes à pouvoir prendre la parole. Uris, nous t'écoutons. Alors, moi, je vais un peu renchérir par rapport à ce que Madame Blondel a eu à souligner. Moi, je pars du principe que la soumission, comme on dit dans nos vies et coutumes, dans nos us et coutumes, on parle de soumission comme étant la disposition à contrôler. Donc, quand on parle de soumission chez nous, c'est-à-dire que la femme n'a pas, d'une certaine manière, son mot à dire par rapport à ce qui se passe. La femme est vue d'une certaine manière comme un objet, voire en seconde zone, et n'a pas, tant que ça, une forme de conformisme à tout ce qu'elle veut. Elle doit impérativement prendre d'abord l'avis de son époux, pouvoir dire dans quelle manière elle doit se comporter. On prend par exemple le cas dans la Bible où on voit le cas de Ruth, dans lequel elle était soumise à son époux, voire à sa belle-mère. C'est à force d'être soumise, par exemple, qu'elle a eu un époux. Donc, on dit que plus ou moins la soumission est, pour moi, mon avis, c'est que la soumission est un frein à l'autonomie parce que certaines femmes n'arrivent pas à se développer. Elles ont du mal à pouvoir avoir une certaine poigne, elles ont du mal à pouvoir prendre leurs propres décisions. Par exemple, moi, je vais plus encore enchérir sur le plan, par exemple, de Madame Sarah Walker, qui est l'une des premières afro-américaines, qui a eu, grâce à son insoumission, je peux dire, à prendre la poigne par rapport à son mari et à créer sa propre entreprise. Parce que son mari, par exemple, dans les récits, il dit il n'est pas judicieux qu'une femme soit en mesure de faire plus que son mari pour amener des revenus. Par contre, en essayant de renchérir, en essayant comment dirais-je encore,
en essayant d'aller à l'encontre de son mari, en étant un peu en faisant une forme de rébellion. Mais aujourd'hui, elle rentre dans le lit des icônes, en étant l'une des premières noires américaines à être millionnaire. Comme quoi, la soumission n'a pas tant que ça son bon côté. Je ne vous entends pas. Je disais donc que Marie-Ursula veut prendre la parole. Marie-Ursula, nous t'écoutons. Alors, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que Blondel a dit. Déjà, il faudrait qu'on situe le débat dans le temps. C'est-à-dire, l'époque d'avant n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Sachant qu'avant déjà, les femmes avaient des difficultés à s'exprimer, il n'y avait pas les droits de la femme qu'on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces journées internationales de la femme. Les époques sont tellement différentes qu'il ne faudrait pas qu'on aille avant, dans, je sais pas, au 19e siècle et tout, où c'était beaucoup compliqué pour une femme d'avoir le mot à dire déjà dans la famille et dans la société, de faire quoi que ce soit, donc professionnellement parlant, et aussi socialement parlant. Donc, on ne peut pas se situer dans cette époque ancienne pour parler d'autonomisation de la femme. C'est un peu difficile. Je pense qu'il faut qu'on situe ça déjà dans le cadre du 21e siècle, où aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des luttes qui ont été menées par plusieurs femmes auparavant qui font qu'aujourd'hui, nous, les femmes du 21e siècle, on peut dire quelque chose, on peut faire certaines choses. Déjà, la scolarisation, avant, les femmes étaient interdites d'aller à l'école. Aujourd'hui, elles vont à l'école. Donc, il y a plusieurs choses qui ont évolué. Donc, il faudrait qu'on reste dans le cadre du 21e siècle pour pouvoir poser l'autonomisation. Je crois que c'est là où on peut dire que la femme soumise peut être autonome. Donc, il n'y a pas de frein dans ce cadre-là. Sinon, avant, on ne pourrait pas dire ça. On ne pourrait même pas, je vais dire, énoncer ce fait-là. Donc, c'était ma contribution par rapport à ce point. Oui, Christelle voulait prendre la parole avant Amy. Vas-y, Christelle. C'est la même chose que ce que Ursula a dit que je voulais répéter. C'était repositionner la soumission dans le temps, effectivement. Parce que dans l'exemple de Madame C.J. Walker, c'était effectivement dans le 19e siècle et il venait juste à peine d'abolir l'esclavage et c'était encore recadré où la femme n'avait pas vraiment beaucoup de droits, où elle n'avait pas assez de liberté de s'exprimer ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, partir dans ce siècle-là, c'est vrai qu'on peut soutenir cette idée, mais en revenant dans notre siècle d'aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué de trouver des exemples, en fait. Donc, Amy voulait prendre la parole. Amy, vas-y. Oui, merci. Désolée encore pour la coupure. Donc, je voulais dire par rapport à... J'ai suivi qu'on est en train de parler de la soumission dans le temps ancien, que ça n'existait pas, et que c'est plus dans notre société actuelle où on pourrait parler de soumission. Non, elle disait, non, Blondel disait en fait que la soumission, justement, c'était une valeur qui était dans notre temps ancien, et qu'en fait, pour pouvoir parler de soumission aujourd'hui, il faut qu'on fasse référence à comment ça se passait dans les temps anciens. Donc, c'est à ce niveau qu'on se situait. D'accord, donc je vais rajouter quelque chose dans le même sens. Voilà. Pour dire que oui, la soumission a toujours existé et que ça n'a jamais été un facteur de non-autonomisation. En fait, que la liberté en elle-même en Afrique, on a toujours été libre. Les femmes allaient dans les champs, elles allaient dans les plantations et tout ça, au-delà même de l'esclavage. Nous, on est africains. On a vécu l'esclavage à un moment, mais différemment de ceux qui sont partis carrément aux États-Unis et tout ça. Donc, on a toujours eu cette liberté. Les femmes allaient aux champs, elles font des plantations. Et même dans nos villages, on peut toujours retrouver ça. Donc, aujourd'hui, limiter seulement l'autonomisation de la femme au fait qu'elle soit instruite, qu'elle parte à l'école et qu'elle puisse définir les mots, c'est quand même, je trouve que c'est quand même un peu, on pourrait toujours considérer que ces femmes-là, même quand elles ne sont pas instruites et qu'elles ne maîtrisent pas tout, elles sont autonomes parce qu'elles peuvent s'occuper de leur foyer. Et on entend même souvent, il y a ces personnalités qui disent souvent, mes parents étaient pêcheurs, ma mère elle faisait de l'agriculture. En fait, ils ont eu des parents qui ne savaient même pas lire ni écrire, mais aujourd'hui, ça n'a pas empêché qu'ils puissent réussir et que les parents puissent s'occuper de leur scolarité convenablement avec le fruit de leurs travaux. Donc, je voulais aussi aborder un point de la soumission
par rapport à la famille, je ne sais pas si ça a déjà été abordé, le fait que ce qui pourrait être un frein à l'autonomisation des femmes, surtout de la jeune femme, dans le cadre de la famille, c'est le fait qu'en Afrique, on a un peu souvent une tendance à être fermé sur les possibilités, sur l'entrepreneuriat, sur le fait de se lancer. On a plus la culture de devenir fonctionnaire. En fait, être fonctionnaire, c'est une bonne chose. Travailler pour un employeur, c'est une bonne chose. Mais on a souvent l'impression que quand la jeune femme, elle veut se lancer, il faudrait mieux éviter qu'elle se casse la figure parce que, enfin, la famille empêche beaucoup que la jeune femme puisse finalement arriver à cette autonomisation, d'où vraiment encore je réitère que c'est très important de se fédérer parce qu'on se rend compte que quand on est ensemble, des fois on peut vivre les mêmes choses et l'autre a peut-être traversé une situation qui a permis qu'elle arrive à s'en sortir. Et le fait d'écouter des témoignages, de suivre des conférences comme l'ACDAT, on se rend compte que, ok, c'est possible, on peut le faire, tout en restant même soumis à ses parents, tout en étant obéissante, mais on peut oser quand c'est louable, quand c'est bien. Voilà, je vous remercie. Alors, qui aimerait prendre la parole? J'ai une interrogation. Alors, aujourd'hui, là maintenant, nous sommes en train d'aborder la soumission dans le cadre de l'entreprise. Mais connaît-il des entreprises où on ne donne pas le droit à la femme de prendre la parole, de prendre des décisions, où toujours les femmes ne sont pas consultées pour les décisions? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Alors, Jean-Jacques Rousseau dit que la femme est faite pour s'aider et supporter l'homme, même dans les injustices. Qu'est-ce que vous dites? Dans une société, les femmes n'ont pas forcément le droit de prendre la parole. Même dans une société, il peut y avoir un homme ou une femme, ils ont les mêmes compétences, mais l'homme est privilégié. Dans une promotion, l'homme est privilégié parce qu'il y a des stigmates comme elle ne pourra pas bien mener à bien les tâches, elle est émotive, elle doit s'occuper de la famille. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, Blondel a levé la main. Je donne la parole, merci. Je pense que lorsque les femmes sont marginalisées dans les entreprises, c'est d'abord leur propre faute à elles. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais je pense que c'est le cas parce que tout part d'abord de la capacité à s'imposer, la capacité à imposer son point de vue, de sa personnalité en fait. Et tout part aussi du travail qu'on a effectué à la base parce que lorsqu'on est professionnellement excusez l'expression, je vais dire ça comme ça, on aime bien dire ça au Cameroun, lorsqu'on est professionnellement prêt, ça veut dire que face à un homme, on ne va pas regarder l'homme, on va regarder nos capacités professionnelles. On va regarder les capacités professionnelles que nous avons et ces capacités professionnelles-là, c'est à nous de les mettre en exergue. C'est à nous, c'est à moi de les mettre en exergue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me retrouve face, c'est pour ça que je parlais d'éducation tout à l'heure dans ma prise de parole. J'ai parlé d'éducation parce que je pense que ça part de là. C'est ma capacité à convaincre qui va faire en sorte qui va me donner de la valeur. Lorsqu'on est une personne de valeur, on doit d'abord s'affirmer. Lorsqu'on s'affirme, on suscite le respect. Donc, le respect vient naturellement, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Donc, je pense que les femmes doivent d'abord comprendre à la base qu'elles ont des capacités. Elles doivent croire en leurs capacités, en la valeur qu'elles ont et s'affirmer. Et moi, je pense que lorsqu'un un patron est objectif, il aura vu ça et puis le reste va suivre. Donc, Marie-Ursula voulait prendre la parole. Là, voilà. Voilà. Ok. Amy. En fait, j'aime bien le point de vue de Blondel. Si on prend ce cas, c'est tout à fait naturel. Maintenant, dans la société d'aujourd'hui, dans ce qu'on voit, c'est pas forcément le cas. Parce que si on se met dans le cas où, par exemple, la femme est compétente, il n'y a pas de problème. Elle est en entreprise, elle a gravi certains échelons quand même, elle a été confirmée et tout, elle est en entreprise. Par rapport à un homme qui n'a pas peut-être le même diplôme, bon, ça c'est un peu poussé, mais qui n'a pas forcément les mêmes compétences qu'elle, l'homme, il est beaucoup plus avantagé que cette femme. C'est de ça qu'on parle en fait. Sinon, nous avons un commentaire de Mademoiselle Salah qui dit que oui, une femme n'est pas recrutée parce qu'elle risque d'avoir des enfants. Donc, ça arrive qu'en entreprise, on peut dire on ne peut pas lui donner une promotion parce qu'elle va avoir des enfants. Donc, Amy voulait prendre la parole. Alors, comme je disais déjà, dans notre société, la femme a été vue comme le sexe
Vous m'écoutez? Oui, oui, on t'écoute. Alors, comme je disais, la femme a toujours été vue comme étant le sexe faible. Je me dis, lorsqu'une femme est recrutée, c'est qu'on estime que l'homme et elle, dans la société, ils ont les mêmes compétences. Maintenant, c'est à la femme, à elle, par rapport à ses compétences, de savoir s'imposer. Maintenant, si elle n'est pas en mesure de prendre les choses en main, cela est de son propre sort. Je ne pense pas. Dans les sociétés, certes, on dit toujours que oui, on ne peut pas attribuer certaines tâches aux femmes parce qu'on estime qu'elles sont moins compétentes, mais c'est à nous, à travers notre capacité d'adaptation, de pouvoir changer la donne. Je Donc, rejoins le point de vue. oui, Amy voulait intervenir, après on te prendra, Marie-Michel. Vas-y, Amy. Je remercie Blondel pour ce qu'elle a évoqué parce que c'est très important. Les femmes doivent s'affirmer, c'est une réalité. Plus elles s'affirment, moins on va les marginaliser. Par contre, c'est un fait, c'est une réalité. Le sexisme existe, c'est pas une question. Les hommes sont souvent plus favorisés. Il y a un commentaire, je viens de lire, et effectivement, il y a une dame qui a dit en commentaire, il y a des sociétés où on ne pourrait pas te donner un poste parce que toi, tu prendras plus de congés. Il y a des pays où les femmes elles ont des congés de maternité d'un an, plusieurs mois, et ce qui fait que la société avoir la même productivité quand elle a des hommes. Après, ça dépend des secteurs. C'est clair que les femmes souvent disent qu'elles travaillent plus que les hommes parce qu'elles sont plus engagées, disons. Après, les femmes qui travaillent en même temps, on n'est pas dans un débat homme-femme. Et je voudrais juste signaler à toutes les dames qui sont sur le débat que quand les femmes se plaignent d'être brimées, c'est une réalité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'ONU, depuis cette année, a lancé la campagne Oranger le monde, Génération Égalité. C'est parce qu'il y a eu des faits, il y a des chiffres, les femmes sont brimées. Maintenant, je réitère encore à toutes les femmes, si vous vous sentez brisées, joignez-vous aux associations qui militent pour les femmes, pas seulement le CGF, mais en fait, fédérez-vous. Je pense que plus il y aura de solidarité entre les femmes, plus elles auront moins l'impression de se sentir brimées. Donc, Amy, attends, nous ne t'entendons pas bien. Si vous pouvez couper le micro, si vous n'intervenez pas, pardon. Donc, Amy, vas-y, tu peux continuer. Désolée, je ne sais pas à quel niveau vous n'avez pas suivi, désolée vraiment. Voilà, donc voilà, je disais que merci à Blondel pour ce qu'elle a souligné. C'est une réalité que les femmes doivent s'affirmer. Plus elles s'affirment, tu m'entends mieux? C'est bon, ça passe mieux? S'il te plaît. Yuris, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? D'accord. Merci. Vas-y, Amy. Voilà, les femmes doivent vraiment s'affirmer, comme disait Blondel, comme disait Uris, je suis d'accord avec elle et Marie-Ursula, mais c'est une réalité, les femmes sont brimées. Bon, ça, c'est pour parler en langage du quartier, mais sinon, l'ONU, cette année, a lancé, depuis même l'année passée, la campagne Oranger le World Génération Égalité. C'est parce que ces femmes-là plaignent. Ce n'est pas des histoires, c'est réel, les femmes sont brimées. Il y en a en commentaire, il y a une dame qui disait qu'il y a des sociétés où on n'emploierait pas une femme pour le même poste à compétences égales parce qu'elle, on va estimer qu'elle prendra plus de congés. Il y a des pays comme au Canada, je crois, on prend les congés même de maternité de plus d'un an pour une femme. Et en fait, ça, c'est une réalité que ça peut affecter la productivité de l'entreprise de prendre plus de femmes. Après, il y a aussi le fait que les femmes travaillent sérieusement, elles sont beaucoup engagées. Maintenant, pour ces femmes-là, notre message à ces femmes qui se sentent brimées, c'est qu'il faudrait se soutenir entre femmes, se fédérer. Moi, je me rends compte, pour ceux qui ont déjà travaillé, des fois, même dans le milieu du travail, ce sont les femmes qui font en sorte qu'on ne vous prenne pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dénonce pas. Il y a la jalousie, à compétences égales, il y a des facteurs juste parce que tu es comme ça qui ferait que la RH ne te prenne pas. Donc, quand on dit même que les femmes sont brimées, ce n'est pas les hommes seulement qui briment les femmes. On doit aussi dénoncer ce qui est un frein à l'autonomisation des femmes, un frein à leur réussite. C'est aussi des fois les comportements un peu arriérés de certaines femmes qui ne veulent pas que d'autres puissent arriver un peu. Et la solution pour nous comprendre, c'est se fédérer, pas seulement au CGF, mais vraiment adhérer à des associations qui pourront les soutenir. Il ne faudrait pas s'enfermer, il faudrait parler et se rendre compte qu'en association, on vit des fois les mêmes choses et on est plus fortes ensemble. Voilà. D'accord. Merci, Amy. Donc, je pense que Marie-Michel voulait prendre la parole, Christelle. Donc, Marie-Michel, vas-y. D'accord. En fait, la question de Marine est intéressante. Déjà, quand on commence à dire que la femme doit montrer ses capacités, c'est déjà pas bon. Parce que normalement, on n'a pas à le faire, comme l'homme n'a pas à le faire. C'est-à-dire que l'homme, quand il vient déposer son CV, il n'y a pas de problème. Il a déposé son CV, il rentre dans l'entreprise et tout, il gravit les échelons. Il n'y a pas de question de toi en doute de ta capacité parce que non, il n'y a pas ça. Et avec la femme, il y a ça. C'est ça qui est le problème, en fait. Ça ne doit pas être ça.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, Marie-Michel, nous arrivons sur la question de l'égalité. Est-ce que tu penses qu'il y a égalité entre hommes et femmes sur le plan de l'entreprise, sur le plan en général? Parce que nous arrivons à cette question, en fait. Ok, c'est une très bonne question parce que c'est une question en même temps qui est très subjective. Parce que déjà, le fait de parler d'égalité, moi, je ne vais pas me situer dans une égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt en termes d'égalité des chances. Oui. Parce que si on est dans le monde professionnel et que l'un doit se battre pour qu'on reconnaisse sa valeur et que l'autre, on reconnaît sa valeur naturellement, là, il y a un problème d'égalité de chance. Pas parce que l'homme est supérieur à la femme ou la femme est inférieure à l'homme, mais juste que en tant que personne, si on veut parler des races, ça c'est un autre débat, mais je veux dire, tout le monde doit avoir les mêmes chances à la base. Et pour les mêmes challenges, on doit pouvoir soumettre les personnes aux mêmes défis, aux mêmes compétences, aux mêmes exigences, mais pas favoriser l'un et favoriser l'autre. C'est là qu'il y a un problème en fait. Donc la femme n'est pas obligée, ne doit pas être plutôt obligée de montrer, prouver à la société qu'elle est forte ou qu'on l'accepte. Elle doit être acceptée en tant que telle déjà à la base. On arrive toujours sur la question de l'égalité des genres en fait. Pourquoi aujourd'hui on arrive au fait que les femmes ont besoin de prouver leurs compétences et leurs capacités? Pourquoi on arrive au fait que déjà il y a cette inégalité là? Donc c'est un fait, c'est là. Donc il faut trouver un moyen de pouvoir arriver à ce qu'on veut. Donc soit on veut qu'on reconnaisse nos capacités et donc on estime qu'on est à égalité, qu'on a à égalité des gens, soit on accepte le fait que nos capacités ne seront jamais reconnues et qu'on sera toujours reconnus. Donc, Blondel a levé la main, après Amy prendra la parole. Vas-y, Blondel. Après, il y a des questions, donc après vos interventions, nous allons répondre aux questions qui sont dans le film. D'accord. Vas-y, Blondel. Moi, je pense qu'en termes sur le plan professionnel, il n'y a pas de problème quand j'ai dit qu'il faut prouver ses capacités, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour la femme. Je ne pense pas que à la base, lorsqu'on recrute, on va dire on veut juste des hommes ou bien on veut juste des femmes. Quand on lance un recrutement dans une structure, on recherche des personnes ayant des capacités requises. Ça veut dire qu'à la base, on ne dit pas c'est pour les femmes, on ne dit pas c'est pour les hommes. Un chef d'entreprise objectif va rechercher le profil qui va lui permettre d'avancer professionnellement, de faire émerger son entreprise. Il ne va pas mettre je veux des femmes, je veux des hommes, il va mettre je veux des personnes qui ont les capacités que je recherche. Donc, je pense que sur le plan professionnel, il n'y a pas véritablement de problème de genre. Ça, c'est mon avis. Amy, oui, vas-y, Amy, prends la parole. Nous ne t'entendons pas. Oui, c'est bon. Vas-y. Bon, là, directement, j'aurais une question pour Blondel. Je voudrais lui demander est-ce qu'elle a déjà travaillé. Parce que, on ne va pas aussi faire des affirmations gratuites. Mais la réalité, s'il y a des choses qui sont vérifiées, c'est que ce n'est pas des histoires. Donc, c'est une question pour qu'on essaie de voir aussi par rapport à l'expérience personnelle, comment c'est vécu. Parce que c'est aussi bien d'étayer ce qu'on dit par l'expérience personnelle. Pour ne pas trop faire des affirmations, parce que les femmes qui nous écoutent, elles peuvent traverser ces situations-là. Une femme qui est brimée, pour parler comme le langage du quartier, et qu'on lui dise que ses compétences égales et tout ça, juste parce qu'on veut faire la théorie, c'est quand même un peu difficile à accepter. En fait, il faut qu'on se mette à la place de ces femmes-là qui vivent ces situations. On ne peut pas juste faire des affirmations gratuites, il faudrait qu'on appuie des exemples. Donc ça, c'est ma question pour Blondel. Mais après, sur le sujet, si tu peux rappeler la question, Marina, tu disais qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on parle d'égalité homme-femme. Oui. L'égalité des genres. Parce que Marie-Chela disait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de prouver nos capacités en entreprise. On doit être considéré de la même façon. On n'a pas besoin de faire plus de preuves pour pouvoir montrer qu'on est capable ou pas. Et donc, j'ai dit que ça suscitait la question de l'égalité des genres sur le favoritisme en entreprise. Donc, c'est un peu d'avoir l'opinion par rapport à l'égalité des genres. Et après, on prendra Christelle. Et donc, Marie-Ursula disait tout à l'heure que au sujet de l'égalité des genres, que les femmes ne devraient pas avoir à le prouver parce que normalement, si on postule, c'est clair qu'on est compétent. Et je suis d'accord avec elle. Et moi, j'ai vécu souvent ça. Il y a des moments où tu peux te retrouver dans une entreprise, par exemple, ton adjoint, disons que tu partages le bureau avec un homme. Mais je peux dire à Blondel qu'il y a de la concurrence.
il y a de la concurrence parce que quand tu arrives à un certain niveau et tu es là le même bureau qu'un homme, il y a de la concurrence. Après, c'est pareil si c'est une femme, mais c'est quand même différent parce que toi, la femme, par exemple, tu voudras rentrer tôt. Personnellement, moi, je veux quand on est à 17h45, je rentre. Je ne peux pas rester tard. Mais les hommes, souvent, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Tu ne vas pas rentrer pour cuisiner et tout ça. Bon, enfin, il y en a qui cuisinent, mais ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, toi, la femme, tu veux rentrer tôt. Mais moi, par exemple, on m'a souvent beaucoup reproché le fait que tu rentres trop tôt. Et ça montre que tu n'aimes... la phrase, c'était, quand tu rentres trop tôt, ça montre comme si, genre, tu ne te plais pas au travail ou bien que tu ne veux pas... En tout cas, tout un tas de stéréotypes, mais pourtant, c'est logique de partir du travail à l'heure. Et ce n'était pas une affaire d'une seule fois. Et il y a des entreprises comme ça où tu peux aller travailler, tu postules effectivement, on a le même niveau de chance. On n'a pas dit c'est pour hommes-femmes, mais sur le plan du travail, avec des hommes, toi, la femme, quand tu veux rentrer tôt ou quand tu veux respecter les heures, voilà, la pause, c'est telle heure, c'est telle heure. Les hommes, ils ont tendance, des fois, il peut couper sa pause. Il est là, il est dans la pause. Mais toi, la femme, la réalité, tu as tes menstrues, il y a des situations qui font que tu ne peux pas rester au travail toute la journée coincé sur un truc. Après, nous, on ne dit pas qu'on est forcément le sexe fort ou le sexe faible, mais quand on vient en entreprise, on ne vient pas pour déballer ses problèmes, mais c'est une réalité, on est des femmes, on doit nous juger sur nos capacités à apporter du chiffre, à bien faire le travail, et ça, c'est souvent le cas. Tu peux travailler comme un homme et tout, mais pour le simple fait que toi, tu vas avoir cette petite différence où tu vas rentrer tôt, où tu ne vas pas souvent prendre ta pause ou bien sacrifier ta pause, voilà, ou rester jusqu'à 22 heures au travail, c'est fini, on tombe dans les stéréotypes que voilà, les femmes et tout, Ouais, surtout dans les postes très masculinisés, dans les milieux de la finance et tout ça. C'est juste que je vais compléter pour Blondel. D'accord. Donc, Christelle voulait prendre la parole. Blondel, oui, je te reviens. Ah, d'accord, merci. Effectivement, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, bon, pour nous qui côtoyons déjà le milieu professionnel. Les rigidités, ça existe. Il y a une différence qui se fait effectivement au niveau salarial entre hommes et femmes. Il y a une différence effectivement qui se fait au niveau de la distribution des postes hommes et femmes. Et ça existe pour rassurer Blondel ou pour l'informer que lorsqu'il y a des demandes d'embauche qui circulent, on précise le genre. On met souvent H-F ou bien on précise F uniquement. Et c'est important de recadrer la chose sur l'autonomie parce que en vérité, il y a certaines femmes pour qui ça c'est pas un problème, pour qui ça ne gêne vraiment pas. Lorsque pour elles, être autonome, c'est lorsqu'elles arrivent à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Si pour elles, le temps qu'elles doivent consacrer à la vie familiale doit être super importante ou bien doit être égal au temps qu'elles consacrent à la vie professionnelle, ça n'a vraiment pas d'objection pour elles. Je voudrais recadrer ça, mais dans le sens où quand on se définit autonome, lorsqu'on a besoin d'une certaine indépendance financière ou lorsqu'on a besoin d'une certaine affirmation de soi et qu'on est soumis à ce genre de régime entre griffes rigide, il y a un fait, c'est d'accepter, mais il faut se donner un objectif, il faut se donner une période sur laquelle supporter ça et savoir faire des économies pour un jour aussi abandonner tout ça et oser se lancer dans l'entrepreneuriat pour atteindre ses objectifs. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc, Blondel avait une réponse. Après, Blondel, on prend les questions, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Blondel. Nous t'écoutons. Ton micro, il est coupé. Pardon. Je voulais apporter une précision. Effectivement, quand je parle de profil, de capacité, je sais exactement de quoi je parle parce que j'ai déjà eu plusieurs expériences dans le domaine. Je sais de quoi je parle. Moi, personnellement, dans les entreprises que moi j'ai côtoyées, on regarde la capacité à atteindre les objectifs requis, en fait. Ce n'est pas une question de genre. Ça, c'est mon expérience professionnelle. Et c'est pour ça que moi, généralement, quand je cause avec des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dis, il faut bosser dur, il faut travailler parce que c'est en fonction de ses capacités qu'on arrive à s'affirmer, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Maintenant, moi, en tant que jeune entrepreneur, si je lance un casting
pour des postes à pourvoir dans mon entreprise. De façon très objective, moi, je ne vais pas regarder le genre. Je vais regarder le profil. Je vais regarder la productivité. Je vais regarder l'apport que la personne, le profil qui a postulé peut m'apporter dans l'atteinte de mes objectifs. Donc, moi, je ne pense pas qu'ici, il y a un problème de genre. C'est vrai qu'il y a des petites, mais c'est minime en fait. Il y a des petites polémiques, il y a des petits, mais ça, moi, je pense que c'est minime. Un chef d'entreprise objectif va rester sur cette base-là. Et puis, Christelle disait tout à l'heure qu'il y a des salaires pour les hommes un peu plus élevés. Je ne pense pas. Bon, peut-être ça dépend des entreprises, mais excuse-moi, tu vas travailler pour une entreprise avec le même profil que X monsieur, et puis on va te donner, je vais te donner un chiffre banal comme ça, on va me donner un salaire de 300 000 et le monsieur aura 400 000, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je peux accepter ça dans la mesure où il a été plus productif et qu'il y a peut-être des primes dues à ce qu'il a produit sur le terrain, mais qu'on me dise que sur la base de notre recrutement, lui, il a 400 000 parce qu'il est un homme et moi, j'ai 300 000 parce que je suis une femme. Je dis non, je ne pense pas qu'un chef d'entreprise, je continue de dire objectif, peut le faire. Donc, voilà. Malheureusement, ça existe. Oui, malheureusement, Blondel, malheureusement, oui, ça existe. C'est les chiffres qui comptent pour certains. Voilà. C'est minime. Voilà. Alors, non, ce n'est pas minime, c'est prouvé. Il faut aller sur les sites des ONG, c'est prouvé. Cette année, c'est la génération égalité. C'est pas minime. Voilà, vraiment, c'est très prouvé, Blondel. Vraiment, je pense qu'il faut regarder dans ce sens. C'est encore prouvé en entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises déjà qui font vraiment dans la sélection des profils, hommes-femmes, comme Christelle l'a dit, où les salaires ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, c'est une égalité qui existe encore. Donc là, on est sur le point toujours, on vient sur le point de la soumission et de l'autonomisation. Il ne faut pas qu'on s'éloigne. Donc, on a abordé la soumission au niveau du travail. On a abordé la soumission au niveau du gouvernement, de l'état civil. Et maintenant, on va aborder la soumission au niveau de la famille. Alors, c'est une question houleuse qui a suscité énormément de débats. Énormément de débats. Et aujourd'hui, je vous pose la question, que répondez-vous aux hommes qui estiment que lorsqu'une femme est autonome, elle devient insoumise? Donc, à tour de rôle, j'attends vos interventions. Nous allons commencer par Iris, s'il te plaît. Déjà, moi, je pense que tout est une question d'entendre. Vous m'entendez bien? Alors, moi, je ne partage pas cet avis lorsque des hommes stipulent qu'une femme, le fait d'être indépendante ou autonome, elle est insoumise. Non, moi, je parle que dès le départ, si les deux conjoints, les deux partenaires se sont entendus, je ne vois pas en quoi ça va changer. Moi, je pense plus que les hommes parlent d'insoumission lorsqu'ils veulent mettre en avant leurs égaux. Moi, je ne pense pas que le fait de travailler, qu'une femme soit plus indépendante ou pas, ça cause un problème. Moi, je pense plus que cela intervient plus en termes de revenus financiers quand même. Je ne partage pas cette idée. Alors, avant de revenir, j'avais oublié, franchement, j'ai zappé cette étape. Alors, nous avons la question de Mamzelle Salah qui demande coupez vos micros s'il vous plaît. La disponibilité de la femme est leur principal handicap en entreprise. Donc, faut-il sacrifier sa famille au détriment de son travail? C'est la question. Je vous pose la question. Est-ce que vous répondez à cette question? Donc, qui prend la parole? Je prends la parole. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas sacrifier sa vie familiale aux dépens de sa vie professionnelle. D'accord. Déjà, il faut avoir un certain équilibre de vie. D'accord? Mais en tant que femme, si déjà tu es mariée, si déjà tu as des enfants, ce ne serait pas cohérent pour moi, je pense, que tu sacrifies un travail où on peut te virer à tout moment. Désolée d'être aussi crue, mais c'est vrai, pour laisser ta famille. Pour moi, c'est pas un choix à faire. Déjà, imagine, tu prends cette décision-là, donc tu viens tard au travail, ton mari a besoin que tu prépares à la maison. Les enfants aussi, ils t'attendent
etc. Bon, un jour, il peut arriver que ton mari se fâche par rapport à ça. Et bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ok, il peut arriver dans des embrouilles au travail, tu penses que tu vas évoluer, mais non, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il arrive que, bon, tu perds le boulot, bon, tu fais quoi? Alors qu'au moins, ta famille, c'est ta famille. Tes enfants, ce sont tes enfants. Tu vois, demain, tu peux trouver un autre emploi si tu n'as pas cet emploi-là. Tu peux, je sais pas, entreprendre, avoir une autre activité si tu n'as pas ce travail. Mais ta famille, tu ne peux pas la remplacer du jour au lendemain parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, je ne conseillerais pas ce choix-là à toute femme. D'accord. Blondel, alors nous t'écoutons. Après, nous pouvons Iris. Oui, moi je pense que sacrifier, non. Pourquoi sacrifier sa famille pour le travail? Je pense que tout est question d'organisation et ça dépend aussi du travail. Tout est question d'organisation. Lorsqu'on s'organise bien, si on voit qu'on peut s'organiser en fonction de l'emploi de temps de l'entreprise, en fait, tout est question d'organisation, en gros. Je ne vais pas tirer, tout est question d'organisation. Voilà. Uris voulait prendre la parole. Alors, moi, je voulais renchérir par ce qu'il y a eu à dire. Déjà, on ne dira jamais c'était ma famille. On va toujours dire c'est ma famille. Peu importe ce qu'il y a à faire, la famille est primordiale. Sacrifier sa famille au détriment de son emploi, je pense que ce genre de femmes qui le font et n'ont rien compris parce que je me dis que l'emploi et la famille vont de pair. Il faut trouver le juste milieu en tout temps et en tout lieu. Au pire des cas, il faudrait trouver une entente avec son mari. En fait, c'est question de planning. Si une personne ne sait pas s'organiser dès le départ, ce n'est pas le fait de travailler qui va changer quelque chose. Je trouve que c'est une certaine forme d'échappatoire quand même. D'accord. Alors, Christelle voulait répondre. Vas-y. C'est la même chose que chacune d'entre elles a dit. Ok. Oui. Je ne veux pas renchérir, c'est une question d'organisation, effectivement, et de communication avec son conjoint pour s'entendre sur comment gérer chaque sphère. D'accord. Alors, Amy, nous t'écoutons. Oui, j'aimerais aussi que tu reviennes sur la question si possible. Donc, c'était est-ce que tu dois sacrifier ton travail, ta famille au détriment de ton travail? Je suis restée aussi sur cette question qui disait que les hommes se plaignent que les femmes autonomes n'ont pas le temps pour... Il y avait quelque chose comme ça que tu as dit avant, par rapport au fait que les femmes ne sont plus soumises quand elles sont... Oui. Ouais, voilà. J'étais revenue sur les questions d'abord, avant qu'on attaque justement cette deuxième partie. C'était vraiment une question, parce que je suis en train de défiler dans le fil, donc c'était pour répondre à ça. Est-ce que tu dois sacrifier ton travail? Donc on répond d'abord à cette question, après on revient sur le point. Oui. Ok. Ben non, personnellement, sacrifier son travail pour la vie de famille. Oui. Bon, personnellement, actuellement, je ne suis pas encore mariée ni en couple. Donc, je pense que c'est clair qu'on a plus de temps pour travailler ou pour les autres activités. Maintenant, en tant que jeune femme, ce que je pourrais dire qu'on peut prôner, c'est vraiment, il faudrait se préparer à concilier travail et vie de famille. Parce qu'on est africaine, la famille, c'est important. D'accord. Alors, nous avons une question. Yuri, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? Moi, je voulais répondre par rapport à la question centrale. Oui, j'y arrive. Coupez vos micros, s'il vous plaît, ça fait de l'écho. Merci. Donc, Marine, demandant la société aujourd'hui, certains remarquent que dès qu'une femme devient autonome, elle ne reconnaît plus la valeur de l'homme. Que dites-vous par rapport à cela? Donc, ça revient un peu sur la question où on disait que les hommes trouvent que lorsque les femmes deviennent autonomes, elles deviennent insoumises. Donc, qu'est-ce que vous... Vas-y, Amy, tu peux prendre la parole. Voilà, donc sur ce point-là qui est très intéressant, c'est que la réalité, en fait, bon, personnellement, pour moi, comment je le vis, je trouve que le rôle d'une femme, c'est de challenger un homme. Soit ce sera son homme, soit c'est un homme. Et ceux qui le disent, ils n'ont pas tort, mais en fait, c'est peut-être que la formulation est un peu méchante. Parce que ce n'est pas que les femmes, elles décident un jour comme ça de devenir insoumises, de ne pas respecter. Le mot, c'est quoi? C'était les femmes ne... Non, elles deviennent insoumises lorsqu'elles sont... Voilà, les femmes deviennent insoumises. La question, c'est d'abord, elles sont soumises à quoi? Personnellement, moi, je vis selon ce que la Bible dit. La femme doit être soumise, c'est dans son foyer avec son homme. Maintenant, soumission à tous les hommes, je ne crois pas en ça.
Après, celles qui sont peut-être OK, concubinage et puis copinage, on peut essayer de voir. Mais sinon, la soumission, c'est dans le cadre du mariage. Une femme, si elle est jeune, si elle est célibataire et elle vit sa vie pleinement, on ne doit pas la cataloguer d'insoumise parce qu'elle se réalise, parce qu'elle fait des choses. Je pense que c'est une formulation qui est un peu méchante de la part de la gente masculine, même si tous ne pensent pas comme ça. Après, ils ont le droit de le dire parce que la réalité, c'est que la femme est là pour challenger l'homme. À la base, quand Dieu crée Ève, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui crée une aide semblable. Donc, la femme a cette capacité-là d'aider l'homme. Et pour avoir la capacité d'aider un homme, ça veut dire que je suis quand même doté de certaines choses. Oui, ça se coupe, Émile, nous ne te recevons pas bien. Dont il a besoin. L'impression que cette femme-là, ça passe? Oui. Ça passe? Oui. Donc, pour moi, je dirais, je vais essayer de parler un peu moins vite. Mais si ça coupe, je me fais signe, désolé vraiment. Les hommes qui le pensent, ils n'ont pas trop tort parce que dans la réalité, la femme est venue pour challenger l'homme. Quand Dieu crée la femme, l'homme, il se sent seul. OK, c'est aussi pour tout ce qui va avec l'amour et tout ça. Mais il y a cette réalité que la femme doit challenger l'homme. Donc, un homme dont la femme n'est pas sa femme, forcément se sentira challengé devant une femme qui a peut-être plus de compétences que lui ou qui dégage plus d'assurance ou parce que lui, il recherche cette femme qui va le compléter. Et si, surtout, par exemple, de ce genre qu'on pourrait dire qu'elle ne soutient pas, elle n'est pas très à l'écoute ou elle ne gère pas trop bien la relation, quand il verra une autre femme qui a ce que lui, il veut, ça emmène la convoitise et on ne va pas rentrer dans les débats des tromperies ou tout ça, mais voilà. C'est une réalité. Les hommes se sentent challengés par les femmes parce que la femme, on peut créer pour compléter l'homme. Et elle a cette capacité-là de le challenger. Donc, c'est Dieu qui a fait ça. D'accord. Et nous allons prendre Blondel. Vas-y, tu as levé la main. Après Blondel, nous prendrons Christelle. Oui. Moi, je vais toujours revenir sur l'éducation et les valeurs morales. Je pense qu'une femme qui a reçu une bonne éducation, qui a des valeurs morales, ne peut pas devenir insoumise parce qu'elle est autonome. Moi, je vois ça. Maintenant, après, il y a des hommes qui sont tellement complexés que lorsqu'ils se sentent déjà un peu inférieurs face aux capacités de sa femme, que ce soit financièrement, intellectuellement et tout, il se sent complexé et il commence un peu à avoir le mal partout. Ça veut dire que même si sa femme reste soumise, il va le regarder avec un mauvais œil. Donc, moi, je pense qu'une femme qui a de bonnes valeurs morales ne peut pas devenir insoumise parce qu'elle est autonome. Au contraire. Mais ça, c'est vous pensez. Mais aujourd'hui, c'est le constat fait. Les femmes aujourd'hui, en quête d'indépendance, d'autonomie, d'émancipation, deviennent de moins en moins ces femmes qui respectent la gente masculine, qui arrivent à tenir. Voilà. Donc, c'est un constat. Il faut, mais ces femmes, relever le problème alors. Ces femmes-là, c'est parce qu'elles. Justement, ce genre de femmes-là, c'est parce que certaines sont mal conseillées. Elles sont déroutées par les féministes. Excusez-moi, je n'ai rien contre les féministes, mais je pense qu'elles sont généralement déroutées par les mauvais conseils. Parfois, c'est l'influence des copines, parfois, c'est l'influence de la société et tout. C'est pour ça que je dis une femme qui a de bonnes valeurs morales, qui connaît la définition de la soumission, ne va pas devenir insoumise parce qu'elle a plus de moyens financiers, par exemple, parce qu'elle est autonome financièrement que son époux ou parce qu'elle est plus intellectuelle que son époux. Je ne pense pas. Donc, ça dépend de l'influence parce qu'il y a aussi, qu'on se le dise, généralement, les femmes sont très influençables, très facilement influençables. Ok, d'accord. Alors, donc, nous allons prendre, je pense, c'est Uris qui voulait, ou Christelle d'abord, après Uris. Vas-y. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à cette affirmation? Vas-y. Déjà, la personne qui le dit, j'aimerais bien savoir ce qu'elle entend par être insoumise. Ça veut dire quoi? Est-ce que la personne entend que, genre, elle parle, la femme lui tient tête, ou bien la personne entend par là que, je sais pas, j'aimerais bien savoir c'est quoi le réel problème. Alors, bon, je ne vais pas citer en fait, parce que je n'ai pas eu l'autorisation de citer, mais j'ai eu beaucoup de questions lorsque le débat a été publié. Donc, je vais commencer déjà par le fait que la femme aujourd'hui, dans sa vision, sa mentalité,
Aujourd'hui, elle veut être autonome, mais elle veut être autonome et à la fois, elle veut profiter des hommes. C'est comme ça qu'ils sous-entendent. Alors, nous avons un de nos abonnés qui a dit en fait que, alors si on sous-entend l'autonomie, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'eux en fait. Pourquoi alors on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux? Que tant qu'on aura besoin d'eux, on ne pourra pas être autonome. Donc, il y a énormément de réactions, il y a énormément, c'est vraiment des constats, quoi. Je me mets face au constat des hommes qui nous suivent, des hommes qui ont donné leur opinion. Donc, D'accord, s'ils le disent, c'est que peut-être que le cas existe réellement. Mais moi, j'aimerais qu'on fasse attention entre deux choses. Il y a ce dont Blondel a parlé qui est une réalité parce que ça dépend effectivement de l'éducation de la personne ou encore de son environnement, de ce oui, qu'elle suit et ce qu'elle pense être correct à recopier dans son ménage. À part ça, je trouve aussi que souvent, les hommes, ils exagèrent parce qu'ils font ils mélangent être soumise et accepter d'être possédée. Parce que quand ils ont, ils ont un point de vue, ils souhaitent souvent que tu y adhères entièrement. Je ne veux oui, pas prendre d'exemple, mais je ne veux pas je ne suis pas en train de faire aussi un témoignage de ma vie personnelle, mais c'est un constat que je relève. Si une femme qui est autonome, qui arrive à être indépendante financièrement ou à se construire une vie, on peut dire que c'est une femme qui est instruite, c'est une femme qui connaît les bonnes valeurs, c'est une femme, et si aussi elle arrive à épouser un homme, ça veut dire qu'elle connaît la valeur de cet homme-là, et comme Amy disait, elle l'a épousé parce qu'elle pense être une aide exceptionnelle pour lui. oui, Donc, elle ne peut pas se permettre d'être insoumise. Mais oui, si l'homme se plaint d'une insoumission, c'est que quelque part, lui-même, il a une attente un peu trop élevée de ce oui. qui devrait être. C'est pourquoi je parle de possession. D'accord. Alors, avant cela, nous allons d'abord quand même lire un peu les interventions de ceux qui nous regardent. Alors, nous avons, tu vois, Florence Connet qui dit que la capacité d'adaptation et les compétences ne suffisent malheureusement pas à la femme pour se faire une place dans le monde professionnel. L'un des exemples, elle avait parlé de l'inégalité salariale pour les mêmes postes. Nous te disons merci pour cette intervention déjà. Alors, nous avons Mev Tomo qui a dit bonsoir. Elle pense qu'à un certain niveau, il faudrait parler d'équité plus que d'égalité parce que hommes et femmes n'ont pas forcément les mêmes apports et les mêmes besoins. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'intervention de Mev Tomo? Donc, Blondette, tu veux prendre la parole? Voilà. Vas-y, Christelle. Est-ce que tu peux relire, Marina, s'il te plaît? Voilà. Donc, Mev Tomo dit, je pense qu'à un certain niveau, il faudrait parler d'équité plus que d'égalité parce que des hommes et femmes n'ont pas forcément les mêmes apports et les mêmes besoins. Donc, qu'est-ce qu'on pense par rapport à cela? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense que, bon, je vais pas dire, c'est pas erroné ce qu'il dit, mais ça dépend maintenant du contexte. C'est dans quel contexte? Ben non, c'est pas, je pense pas qu'il y a de contexte particulier en fait. Elle dit que en général, on n'a pas besoin, on doit pas parler d'égalité, mais plus d'équité parce que justement, on n'a pas les mêmes apports et les mêmes besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport à cela? Sinon, on peut continuer. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, il a raison. Amy, vas-y. Comme tu le disais, je pense que nous sommes tous d'accord avec ce qu'il dit. Et puis, ce que je voudrais rajouter Elle dit, c'est une femme. Maître qui vient de... Oui, vas-y. Ce que je voudrais lui rajouter, c'est que soutenez le GF qu'on devienne une... On ne te reçoit pas, Amy. Porter cette... Amy, ta connexion ne passe pas. Donc, Christelle, tu peux y aller parce que... Vas-y. Ok, d'accord. Donc, effectivement, c'est un constat, c'est une remarque justifiée de dire qu'il vaut mieux parler d'équité parce que hommes et femmes n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes apports. C'est clair. Mais les hommes, quel est leur apport qui est si extravagant
pour espérer avoir une rémunération plus importante. Si, parce que je pense que là, on est en train de parler du cadre professionnel encore. Quand on va revenir, quand on va parler ensuite de la femme autonome comme créatrice de richesse, on verra là qu'une femme autonome, du peu qu'elle a la capacité de créer beaucoup de valeur, de créer, parce que la femme, elle s'occupe beaucoup plus des enfants, enfin, pour les femmes mariées, je le dis partant d'un constat, pas parce que j'ai des enfants, mais ce qui est vu dans nos familles, ce qui est vu dans la société d'aujourd'hui, c'est que la femme a la plus grande responsabilité sur les enfants et de ce fait, elle a une très grande et une très lourde charge qui nécessite qu'elle soit aussi rémunérée lorsqu'elle fournit des compétences ou des capacités égales à celles d'un homme. Okay. Merci Christelle. Donc, alors, nous avons Sarah qui demande pourquoi toujours réduire la femme à son... Oui, vas-y, Amy, nous t'écoutons. Je sais pas, ça passe mieux, tu m'entends? Oui, ça va, mais ça coupe toujours, mais vas-y. Non, vas-y, lisons d'abord. Voilà, donc Sarah disait que pourquoi toujours réduire la femme à son image antérieure? Ne pensons-nous pas qu'elle a déjà su faire une place au sein de la société et comment mettre en avant cette position? Donc, elle nous demande comment mettre en avant la position de la femme. C'est ça qu'elle avait déjà eu antérieurement. Bon, je ne sais pas si vous voulez y répondre. Vous avez quelque chose à dire? Je relis. Oui, oui. Pourquoi toujours réduire la femme à son image intérieure? Ne pensons-nous pas qu'elle a déjà su faire une place, se faire une place au sein de la société et comment mettre en avant cette position? Oui, Uris. Alors, moi, je dirais que la femme est belle lurette, elle a tout de bon plan. Maintenant, pour pouvoir changer la manière dont la société nous voit, c'est à travers nos implications et les différentes œuvres que l'on mettra en place qui feront en sorte si nous sommes, si la vie des hommes puisse changer vis-à-vis de nous, en fait. Oui, bien sûr. Ce n'est que nous, à travers nos apports, qui pouvons changer le monde, en fait. Si on ne s'implique pas au maximum, les gens nous verront toujours, comme on dit, le sexe faible, les personnes de seconde zone, etc. Plus on s'implique, plus on aura plus d'influence par rapport aux hommes. Il y a un peu ça qui que jusqu'alors, on a déjà fait nos preuves. La femme n'a pas déjà assez prouvé de quoi elle était capable pour avoir encore à prouver. Tu ne le penses pas? Si, la femme a prouvé, mais comme on dit, les hommes ne sont pas toujours satisfaits. Hein. L'être humain avec grande tâche est un être insatisfait. Il estime que la femme doit toujours montrer ses preuves. La femme a longtemps prouvé. La femme a prouvé depuis la guerre. Lorsqu'il y avait la guerre mondiale, les hommes allaient au champ de bataille. Les femmes restaient en entreprise pour pouvoir produire à la place des hommes. La femme a prouvé aujourd'hui, elle s'est battue pour qu'aujourd'hui les autres femmes puissent voter. Aujourd'hui, la femme a prouvé, elle a des sociétés, elle produit des richesses. Donc, la femme doit encore prouver. Blondel, nous t'écoutons. Moi, je vais simplement dire que la vie, c'est un challenge permanent. La vie, c'est un challenge permanent pour l'homme avec grand H. Donc, et puis, pourquoi toujours parler de l'intérieur? Parce que c'est forcément ce qui est à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Donc, la vie, c'est le challenge permanent. C'est pour ça que nous travaillons au quotidien. C'est pour ça. Il faut produire. Il faut être permanemment productif, si vous permettez. Donc, en fait, c'est normal qu'on attende toujours de la femme, aussi bien de la femme que de l'homme. Donc, on attend un peu plus de la femme parce qu'on dit toujours que derrière des grands hommes se cachent des grandes dames. Ça veut dire qu'on attend beaucoup de la femme et elle doit l'inculquer dans sa vie quotidienne et fournir un peu plus d'efforts. En arrivant là, Marie-Dominique demande: il faut savoir trouver un équilibre. Pourquoi la question se pose toujours pour les femmes? Pourquoi c'est la femme qui se pose très souvent cette question et les hommes et le mari? Oui, Amy, nous t'écoutons.
merci encore pour les questions des filles en commentaire, les jeunes femmes. Vraiment, bravo pour vos questions parce que ça nous pousse à pousser encore dans la réflexion. Les Écritures bibliques disent que à celui qu'on donne beaucoup, on va demander beaucoup. Je ne sais pas si ça passe, vous m'entendez? Voilà, donc la réalité, c'est que pour toutes ces femmes-là qui sont sur ce genre de questions et qui le vivent un peu difficile, parce que c'est vrai, et elles ont de quoi relever tous les défis. Aujourd'hui, elles ont un monde qui s'ouvre à elles, où quand on est instruit, quand on prend rêve, on peut les réaliser. On est quand même dans une société, voir les côtés positifs. La société a évolué. Aujourd'hui, on a des femmes présidentes comme en Éthiopie, au Libéria, être constante. Et ça, c'est une chose quand même qui manque beaucoup chez la femme. Quand elle se lance dans quelque chose, il manque la constance. Et ça n'a rien à voir avec la détermination. Vraiment, pour toutes ces jeunes femmes-là qui vont encore Amy, en fait, nous ne te recevons pas bien. Ça se coupe vraiment. Il faut aller dans les missions conformes à tes ambitions. Passe. Non, on ne te reçoit pas. On n'a pas vraiment entendu ton intervention. Allô? Parce que ta connexion n'est pas bonne. On n'a pas reçu. On ne t'a pas reçu. Oh là là, désolé. Donc, vraiment, mon message à ces femmes-là, c'est leur dire que Non, ça coupe toujours. Ça ne passe pas. Ça passe? Non, on ne t'entend pas vraiment. Ça coupe toujours. Alors, c'est pas grave. Tu peux nous laisser un commentaire sur le direct et puis on va l'épingler pour qu'elle puisse lire vraiment ton message à travers cela. Alors, nous avons Mev Tomo encore qui dit « Ne faut-il pas dissocier soumission et autonomie? Il y a des femmes soumises et autonomes et des femmes insoumises qui ne sont pas autonomes. Le point sur l'ego masculin est probablement la vraie raison de ce genre de problème. » Qu'est-ce que vous dites, mesdemoiselles, mesdames, par rapport à cette intervention? Donc, Christelle, nous t'écoutons. Après, nous allons donner la parole à Marie-Michel. Déjà, j'ai pas bien compris qu'on était Alors, elle dit, ne faudrait-il pas dissocier soumission et autonomie? Il y a des femmes soumises et autonomes et des femmes insoumises qui ne sont pas autonomes. Le point sur l'ego masculin est probablement la vraie raison de ce genre de problème. Mais quand on parle de soumission, on ne parle pas forcément de soumission à une jante masculine. Il y a soumission, comme on a discuté tout à l'heure, à la hiérarchie professionnelle. Il y a la soumission aux lois gouvernementales. Oui. Quand la question se pose, effectivement, quand on parle de soumission à son conjoint ou encore soumission à sa sphère familiale, aux parents et tout, il y a des femmes qui sont soumises et qui sont autonomes. C'est très vrai. Et c'est ce que nous encourageons lorsque leur autonomie n'est pas en danger. On peut citer plusieurs exemples. Lady Sonia, c'est une femme mariée. Donc, on suppose qu'elle est soumise, mais elle est autonome, elle est épanouie, elle nous le démontre. Ça existe. Mais nous ne sommes pas en train de cadrer le fait d'être soumis ou pas. Nous sommes en train de chercher tout ce qui pourrait être une contrainte au fait qu'une femme arrive à son autonomisation. Merci. Voilà. Merci bien. Voilà une autre intervention par rapport à cela. Donc, c'est bon. Alors, Jordan. Donc, Jordan Ndongo, c'est un homme, il demande, cela peut être intéressant de définir ce qu'on entend par soumission. Est-ce quelque chose de péjoratif? Être soumise, est-ce être inférieur à l'homme? Donc, est-ce qu'on peut revenir sur la décision qu'elle a donnée au début, parce qu'apparemment, il y a beaucoup qui ne nous ont pas suivis au début. Donc, Uris, voilà, nous te donnons la parole pour recadrer un peu ce que nous entendons par soumission. Et répondre à Jordan, en demandant si être soumise, c'est péjoratif. Vas-y. Alors, déjà, dès le départ, comme on a eu à le souligner,
La soumission, c'est le fait d'obéir. Et qui dit obéissance, dit d'une certaine manière, il y a un certain qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est au-dessus, qu'on appelle d'une certaine manière le dominant, et en dessous, celui qu'on appelle le dominé. Malheureusement, dans notre société, bon, la société africaine, on nous a toujours dit que la soumission est vue comme quelque chose de péjoratif. Mais entre-temps, dans la Bible, comme on souligne que la femme, dans la vie maritale, la femme doit être soumise à son mari, non, ce n'est pas le cas. Mais quand on parle de soumission, il y a deux volets. Il y a certaines doctrines qui disent que la soumission est une bonne chose, à d'autres qui estiment que ce n'est pas le cas. D'accord. Tout dépend de l'entendement de chacun Oui. et de sa vision de la soumission, ce qu'il Voilà. entend faire, etc. Voilà, donc Marie-Michel, nous écoutons. D'accord, donc pour rejoindre ce que Michel a dit, c'est très important de faire la différence. Donc, il y a la soumission en tant qu'obéissance, respect, reconnaissance de l'autorité, acceptation de l'autorité qui est face à nous. Et il y a aussi le fait que souvent, ce thème-là soit pas, c'est pas péjoratif, mais soit pris comme quelque chose de péjoratif parce que, bah, il y a eu des abus, par exemple. Oui, voilà. Donc, il y a eu des abus sur la soumission. Je ne dis pas que, voilà, dans tous les cas, hein, donc, comme on prend le cas de la famille, peut-être il y a des hommes qui battent leurs femmes, il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes pour plusieurs X raisons que j'ignore. Et qui doivent se taire au nom de la soumission, oui. Voilà, du coup, donc, ça fait que la vision de la soumission a été détériorée, en fait. Ouais, même au niveau des parents, au niveau du travail, plein de choses, au niveau du travail où certains patrons demandent certaines choses à leurs employés et ça dégénère. Donc, je crois que quand on parle de l'abus, c'est là où on peut voir que la solution, c'est quelque chose de mauvais, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, donc en même temps, on a répondu à la question de Mme Salah qui demandait c'était quoi la soumission. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut encore intervenir pour bien préciser et pour recadrer, pour que les gens comprennent ce que l'on entend. Amy, tu veux dire quelque chose? Si tu veux revenir sur la question sur la problématique par rapport à la soumission, c'est un homme qui se demande ça? Oui, il a demandé est-ce que c'était péjoratif, est-ce que c'est une mauvaise chose d'être soumise en fait. Et après, il y a une dame qui a demandé c'était quoi vraiment encore la soumission. Donc, voilà. Comme l'expliquait déjà Uris pour rapport au rapport, on ne va pas revenir dessus, on a suivi, et aussi d'accord avec Marie-Ursula et tout ce qui a déjà été dit. Pour nous, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord que la soumission, c'est une bonne chose dans le sens où c'est comme obéir, c'est une sorte d'obéissance. Et quand on est obéissant, on a beaucoup de bons fruits à récolter par rapport à quand on est un peu rebelle. La soumission, ça commence depuis la maison des parents, ça ne commence pas. Donc, l'éducation de la femme, ce n'est pas d'abord quand elle se marie ou quand elle est en couple et tout ça, ça commence depuis la maison des parents. Donc, c'est vraiment une bonne chose que nous aussi, on encourage. Et je crois que même entre femmes, au niveau même de la vie en société en général, comme on est là, il y a toujours ce rapport de soumission à la personne qui dirige, à la personne qui gère. Pour qu'on ait un monde ordonné et un bon monde, la soumission, c'est important. Ça permet de voir les choses de manière... Enfin, ça installe un climat de confiance pour tout le monde. Et personnellement, je prendrais mon cas, par exemple, avec toutes ces femmes qui sont dans les ONG comme là actuellement. Nous, on a une ONG Retour aux sources Gabon, je suis la fondatrice, mais je crois que c'est très important d'être soumis. Des fois, la soumission, ce n'est pas juste une affaire de mari, c'est que tu es même soumis aussi aux personnes qui travaillent avec toi, parce qu'il faudrait que ces personnes-là se sentent respectées. La soumission, c'est aussi le respect. Donc, nous, en tant que femmes autonomes aujourd'hui, et tout ce qu'on peut dire, jeune femme très belle et tout ça, nous ne sommes pas des femmes qui prônons l'insoumission, parce que la soumission, c'est le respect, c'est une bonne chose. Et c'est dommage, je voulais juste finir par là, désolée, c'est dommage, oui, pour ces jeunes femmes qui se retrouvent battues et maltraitées, oui, qui sont aussi des fois soumises. Mais je trouve que ça peut être un problème mental de certains hommes. Il y a des personnes qui ont, par rapport à leur passé et tout ça, des passés violents, qui devraient voir plutôt des psychologues que de s'acharner sur... Et Mev Tomo qui relève encore le point, elle demande est-ce que les hommes et les femmes ont la bonne définition du concept de soumission? Donc ici, nous appelons vraiment chacun, pas seulement ici les femmes qui interviennent aujourd'hui, mais aux gens qui nous regardent, aux hommes, aux femmes, de bien connaître le concept avant de pouvoir donner des préjugés, des stéréotypes ou de stigmatiser les femmes par rapport à quelconque soumission. Et nous avons Marie-Dominique qui a dit il faut faire attention, il y a impolitesse et savoir s'affirmer. Donc, effectivement, les femmes doivent pouvoir s'affirmer sans être impolies. Donc, effectivement, c'est un problème qui revient fréquemment. Et donc, je continue. Et il y a vraiment des interventions qui... voilà.
nous avons Abby Blake qui demande si la soumission s'applique dans le cadre du mariage ou elle est appliquée aussi dans le cadre copain, copine, conjoint, concubinage. Donc ça, c'est la question de Abby Blake. Qui peut commencer à répondre? Oui. Donc, Amy, nous t'écoutons. Après, Uris prend la parole. D'accord. Déjà, je veux préciser que nous, ici, nous ne sommes pas des briseuses de couple ni de foyer. Donc, à préciser, hein? Oui, à préciser, hein? Donc, chacun est libre d'interpréter les choses comme il veut. Donc, Uris, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça, aujourd'hui, pour toutes celles qui sont en couple, moi, je ne suis pas en couple, je ne suis pas une briseuse de couple. Je crois que la soumission, c'est dans le cadre du mariage. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas respecter son copain ou son amoureux et tout ça. Parce qu'il y a soumise, il y a respect. Après, il y a des hommes même qui aiment bien les femmes de caractère. Encore, avoir du caractère, ce n'est pas être impoli. Oui. Si une femme est impolie et qu'on lui dise que tu es impoli, il faudrait qu'elle essaie de mettre de l'eau dans son vin, qu'elle essaie de se remettre en question. Maintenant, si une femme estime qu'elle est polie, elle fait tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'on la traite d'insoumise. Maintenant, s'il y a certaines choses qui font, parce qu'il y a plusieurs aspects aujourd'hui qu'on voit dans la vie de la femme en général. Il y a par exemple des hommes, pour ceux qui suivent souvent les conférences, il y a des hommes qui vont se plaindre que le matin, ma femme, elle ne me fait pas de bisous, elle ne me dit pas bonjour. Il y a des petits trucs, en fait, dans l'éducation de la personne, même si c'était quelqu'un qui était habitué à voir sa mère présente. Une femme, pour lui, c'est une femme qui est complète. Elle fait tout à la maison. Un homme comme ça, il peut suivre une femme pour la beauté, mais après, dans la même maison, même s'ils ne sont pas encore mariés, il va la taxer d'insoumise parce que pour lui, elle ne va pas représenter le modèle de sa mère. Nous, c'est important, avant de se mettre en relation, d'aller vivre avec une personne, de l'étudier, de prendre son temps. Après, ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, c'est pas mauvais. Même à l'intérieur, ils peuvent toujours apprendre, ils peuvent se mettre. Oui. Et il y a aussi ceux qui ont la chance, même s'ils n'ont pas pris le temps de s'étudier, avec la prière, moi je conseille aux jeunes femmes la prière surtout, parce que quand on n'a pas eu le temps et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, et ça arrive à tout le monde, tous les couples, il faut prier, il faut vraiment qu'on prie. Donc voilà. Merci Amy pour cette intervention. Donc il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose? Elle nous titille, hein? Oui, donc Blondel voulait ajouter, on va accélérer dans la réponse parce qu'on a des interventions que j'aimerais vraiment souligner, c'est très important. Donc vas-y. Je suis d'accord avec Amy. Je veux juste, dans la continuité, ajouter que si nous partons du fait que la soumission renvoie au respect, alors toute personne civilisée doit respecter l'autre. Moi, je veux pas entrer dans le foyer, mais je dis dans la vie active, on doit se respecter mutuellement. Donc, moi, de toutes les façons, je pense que les hommes aussi doivent être soumis à leurs femmes. Oui, justement, c'est pour ça que je dis, si nous partons sur la base que la soumission renvoie au respect, c'est valable pour tout le monde dans la vie active. On doit se respecter mutuellement. Ce n'est pas seulement une étiquette qu'on doit mettre sur les visages des femmes, dire que non, c'est la femme. L'homme aussi doit respecter sa femme dans le cadre du foyer et même dans la vie active, on doit se respecter mutuellement. D'accord, c'est très important. Donc, c'est vraiment, oui, Amy, on va prendre ton intervention rapidement, mais avant de passer. Oui, vite fait, je voudrais préciser à tous ces hommes, s'il y en a qui nous suivent, et à ces femmes-là, en tout cas, les femmes, si vous êtes soumis, c'est une très bonne chose, vos hommes, ils seront loin. Et à ces hommes-là, qui ont peur des femmes indépendantes et tout ça, en tout cas, les stéréotypes, franchement, un homme qui veut avoir loin, il lui faut une femme soumise, c'est vrai, mais que lui aussi soit soumis, comme tu l'as dit, Marina, parce qu'un homme qui va loin, souvent, c'est un homme qui écoute sa femme, c'est un homme qui sait écouter. Et on ne va pas demander à tout le monde d'être parfait, mais quand on veut aller loin, c'est que dans son équipe, on doit faire équipe. Mais si on ne fait pas équipe... Ok, d'accord. Donc, on va avancer. Et alors, nous avons Sir Pavlov, un homme qui demande que répondez-vous aux hommes qui pensent qu'une femme autonome est insoumise? Attention, il dit, en tant qu'homme, j'aimerais de prime abord préciser qu'il ne s'agit non pas d'un simple préjugé, mais plutôt d'un fait que nous pouvons soutenir en évoquant le cas de nombreuses femmes qui ont perdu le parfait équilibre entre leur vie conjugale et leur vie professionnelle. Pour y répondre, il croit que, à son avis, il faudrait que nous puissions, hommes et femmes, sortir des considérations et du cadre des us et coutumes universels, mais encore très fortes en Afrique et qui considèrent que la femme doit toujours être l'éternel second. Nous sommes aujourd'hui dans une société portée par un discours idéologique orienté vers une sorte de mise en compétition entre l'homme et la femme. Et cette mise en compétition pose forcément problème, car elle emmène certains hommes à voir les femmes comme étant des adversaires et vice-versa. Il nous a posé la question et il y répond. J'aime bien
Merci, Cyr. Nous avons donc la mission de redéfinir le type de rapport hommes et femmes, de la sortir du cadre de la compétition pour le replacer dans le cadre du partenariat. Une femme autonome qui se considère comme étant en partenariat avec son homme ne perdra jamais l'équilibre entre sa vie professionnelle et conjugale en dépit de sa réalisation ou de son niveau de responsabilité professionnelle. Sortons de la concurrence pour entrer dans le partenariat. Alors, je vais garder ce commentaire, je vais l'épingler à la page, je vais le diffuser sur toutes les pages du CGF et je te dis... Ah oui, c'est un commentaire les très femmes du édifiant. CGF te disent merci. Alors, nous allons avancer et vraiment essayer d'attendre vers la fin parce que on ne va pas tirer en long. Et pour recadrer, c'est pour dire cela. Nous ne sommes pas en compétition dans la société. C'est vraiment une société où nous cohabitons, nous coexistons. Donc, nous devons être des partenaires. Nous devons sortir des stigmates. Mais encore, il y en a qui ne pensent pas de cette façon. Nous nous accordons, nous sommes d'accord. Nous acceptons votre position. Et même au sein du CGF, il y a des femmes qui pensent toujours que la soumission freine l'autonomisation. Ce n'est pas grave. Les opinions diverses n'empêchent pas d'aller vers une mission. Les opinions n'empêchent pas à une femme d'être autonome. Qu'une femme soit soumise ou insoumise, elle peut être autonome. Mais c'est à chacune de revoir dans son environnement, dans son entreprise, dans sa famille, dans son travail, vraiment à tous les niveaux, quel est le rapport qu'elle a avec la soumission. Donc, vraiment, je vais continuer. Nous allons passer vraiment au deuxième thème, je pense, voilà, où ce sera vraiment où on va vous présenter brièvement comment la femme africaine peut permettre la création de richesse, la femme autonome. Voilà, comment une femme qui est autonome, parce qu'aujourd'hui, l'autonomie est sujet de controverse toujours, parce que ça renvoie au féminisme, ça renvoie à l'émancipation. Et donc, nous aimerions vous présenter un peu comment la femme la femme autonome permet-elle de créer des richesses. Donc, nous allons commencer par Uris, si tu veux bien, essayer de donner un point par rapport à cela. Vas-y. Alors, déjà, il faudrait d'abord définir l'autonomie. Alors, pour ma part, je dirais que l'autonomie, c'est le fait d'avoir une certaine faculté, une certaine indépendance dans tous les domaines précis de son existence. Alors, lorsqu'on parle de la femme créatrice de richesse, moi, je vais plus m'appesantir sur le point de l'éducation. Parce qu'on dit, une femme, c'est, comme on dit, la femme, c'est le berceau de l'humanité d'une certaine manière. C'est elle qui donne la vie. Par conséquent, c'est elle qui est en mesure de pouvoir créer une nation. Donc, la femme, en termes d'éducation, la femme est habilitée à bien éduquer ses enfants. En étant une créatrice de revenus, elle doit savoir éduquer, elle doit certaines donner aux tiers, à savoir ses proches, etc., les bonnes valeurs, les bonnes mœurs. C'est dans cette mesure où la femme, selon moi, elle peut être créatrice de richesse, parce que je me dis que l'éducation, c'est la base. Si elle est ratée déjà, ça ne sert à rien. D'accord, nous te disons merci. Avant de donner la parole à Marie-Michel. Alors, merci. C'est important ce thème parce que déjà, la femme a sa place dans la société. Donc, la femme joue un rôle très important dans tous les domaines de la vie. Déjà, Ulrich a parlé du volet familial, donc l'éducation, la valeur. Moi, je voulais attirer l'attention sur le volet professionnel, en fait. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a longtemps, la femme ne travaillait pas en entreprise et tout. Mais depuis que la femme a commencé à travailler en entreprise jusqu'à aujourd'hui, nous tous, on est témoins qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ce n'était pas un désastre, on va dire. Ça a boosté pour certaines entreprises. Je prends le cas de Samsung, où le directeur marketing, je ne sais pas si elle est toujours à ce jour, mais le directeur marketing de Samsung, c'est une femme. C'est une femme, c'est une prêtresse, on va dire, du marketing. Elle a boosté l'entreprise par son passage. Comme tant de femmes, si je prends Oprah, si je prends en tout cas plusieurs femmes leaders que nous connaissons aujourd'hui, elles ont apporté une certaine
vision qu'on ne voyait pas forcément de l'entreprise, qu'on ne voyait pas de la femme, qu'on ne voyait pas de la société. Donc, la femme, déjà, dans le cadre professionnel, elle est sur les détails. C'est ça son point fort, l'un de ses points forts, elle est sur les détails. Donc, elle a la capacité d'attirer l'attention sur des points que peut-être les hommes ne voient pas. Elle a la capacité d'avoir cette sensibilité-là qui fait que elle apporte une certaine clarté, une certaine précision des choses que peut-être les hommes n'ont pas. Donc, ses capacités sont diverses, sont plurielles. Du coup, sa présence crée son apport, comment je vais dire ça, ce qu'elle apporte crée de la valeur en fait dans tous les domaines, principalement dans le domaine professionnel comme nous le constatons aujourd'hui et tous les jours. D'accord. Alors, Blondel, nous allons écouter ton apport par rapport à la création de richesse. Bien, merci. Je pense que justement, comme les premières intervenantes l'ont souligné, l'apport de la femme est assez diversifié. Je vais commencer par le domaine de l'éducation, parce que c'est généralement dans nos familles, c'est la femme qui contribue à l'éducation des enfants, parce que c'est elle qui passe le plus de temps avec les enfants. Ça veut dire qu'à la base, c'est elle qui inculque de bonnes valeurs morales à ses enfants. C'est elle qui inculque les valeurs. C'est elle qui motive les enfants. C'est elle. Donc, il y a déjà d'abord cet apport-là au niveau de l'éducation. Et c'est pour ça que, si tu permets, Marina, j'ai une association qui s'appelle Living Hearts. Bien sûr, il faut en parler. Promeut justement l'éducation. Nous avons initié une activité que nous appelons initiation à l'informatique en zone rurale. Ça fait que, à notre manière, nous essayons d'inculquer déjà à ces enfants-là, nous leur apprenons à utiliser l'outil informatique. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent dans certains de nos villages, entre parenthèses, qui n'ont même jamais vu un ordinateur, qui ne savent même pas comment on l'allume, ainsi de suite. Donc, la femme joue un rôle primordial. Et vous allez voir maintenant au niveau de la famille, c'est la femme qui conduit, en fait, qui est le fil conducteur. Blondel, je ne recevons pas. Christelle, je pense que tu veux prendre la parole. Après, on prendra Amy. Dans la famille de la femme. Merci. C'est la femme qui réunit les deux familles. Maintenant, en ce qui concerne même l'homme, je pense que la femme est le principal moteur qui booste la productivité de l'homme, parce que quand un homme a une bonne femme, il est productif. Il n'y a rien à dire. Il faut qu'on Il est tout souriant. Il va travailler comme un malade parce qu'à la maison, c'est bien. Mais quand à la maison, c'est pas bien, il y a le stress et tout, hein, ça diminue la productivité. Donc, même en cela, la femme joue un rôle très important. Oui. En ce qui booste la productivité professionnelle de son mari, pour ceux qui sont mariés. Un mari doit aussi pousser la productivité professionnelle de sa femme. La réciprocité, c'est très important. Ouais, mais nous, comme nous parlions de la femme. Oui, bien sûr. Non, je te prends. Allez, donc, Amy voulait intervenir, oui. Voilà. Voilà, donc sur la question de la femme qui est productrice de richesse, pour le démontrer, et vraiment pour s'appeler des exemples personnels de toutes ces femmes-là qui ont fait des grandes choses dans notre société. Pour parler de notre cas aussi, comme nous avons une ONG dont je suis la fondatrice, Retour aux sources Gabon, aujourd'hui, quand on lance un concept innovateur, ça crée de l'emploi. Parce que ça ouvre le monde, ça ouvre les esprits sur quelque chose qui était encore, comment dire, c'était comme une forêt vierge. On se rend compte quand on a fait le retour aux sources, nous, de notre ONG Aziva Gabon, déjà, c'était même en Afrique l'année du retour. On a vu Ludacris et toutes ces stars comme Samuel L. Jackson qui sont revenus au Gabon pour arriver dans leur pays, essayer de voir les potentialités, ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que même juste par un concept innoveur, une femme peut créer dans l'ONG et qui participe à la création de richesses. Comment? Parce que quand on crée un concept, c'est un nouveau marché qui s'ouvre, c'est des possibilités,
de l'emploi pour des personnes qui n'avaient pas imaginé, ok, je peux juste faire des lampes en pagne, ok, je peux juste moi reprendre la couture, je peux juste moi refaire des plats de chez moi, je peux ouvrir une chaîne YouTube, je fais de la cuisine, je peux faire des cours de langue. On a des mini-académies qui nous ont contactés pour dire, voilà, nous vous informons qu'on lance des cours de langue. Il y en a qui ont développé des business à travers ça. Nous, on est resté dans le lucratif, nous, on ne fait pas dans l'argent et tout ça. Bon, on verra avec la suite, avec les projets. Mais effectivement, la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit et l'insensé renverse la maison de ses mains. Donc, nous nous inscrivons dans le cadre de ces femmes sages-là qui bâtissent. Et pour bâtir, c'est clair qu'il faut une certaine stabilité, pas seulement financière, mais une stabilité dans sa tête, une stabilité émotionnelle dans son cœur que la femme va avoir au fur et à mesure de son effectivement parcours. Oui, donc Christelle, ton intervention. Tout à fait. Donc, je rejoins également les sœurs qui ont relevé tous ces objectifs, enfin, toutes ces richesses que la femme autonome crée. Et je voudrais rajouter que, contrairement à la gente masculine qui, eux aussi, créent la richesse, et eux, contrairement à eux qui ont des objectifs économiques, voilà, la femme, elle a des objectifs sociaux lorsqu'elle est autonome, majoritairement, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, au regard de la loi, en France, je ne sais pas pour d'autres pays, la femme autonome assure une couverture sociale à son époux. Couverture sociale, dans quel sens? C'est que quand on parle quand on arrive à la retraite, il y a des moyens qui sont alloués de manière conventionnelle et il y a des moyens qui sont alloués en plus lorsque la femme est autonome, entrepreneur, lorsque la conjointe, si je veux dire, la conjointe de l'homme est entrepreneur autonome. Voilà. Donc, en ce sens, elle assure une certaine couverture sociale. En plus de cela, la femme a cette capacité à créer une certaine justice sociale au niveau des revenus. Parce que lorsqu'une femme, elle arrive à créer des économies, lorsque elle-même, elle arrive à se faire des économies en entreprenant, elle investit beaucoup plus dans le bien-être familial, elle investit beaucoup plus dans l'éducation, comme on a dit, des enfants. Et donc, en ce sens, il y a une certaine richesse qui se crée au niveau social, au niveau de la gente masculine ou féminine. Bien évidemment. En plus de cela, la femme, quand elle entreprend, elle participe pleinement au développement de son pays. Comme Marie-Sula l'avait souligné, quand une femme est au devant d'un poste, c'est-à-dire, il y a une étude américaine qui a été réalisée sur les femmes qui gèrent des entreprises commerciales et des femmes qui détiennent des entreprises commerciales. Je ne sais pas si on voit la nuance. Oui, bien sûr. Voilà. Et ces femmes qui détiennent l'entreprise commerciale ont cette capacité à rapidement créer un certain développement qui augmente le PIB du pays. En ce sens, c'est une grande richesse que la femme autonome détentrice d'entreprise crée. Je veux prendre l'exemple il y a une dame qui s'appelle Lily Création, c'est une dame ivoirienne qui fait la couture, qui crée les vêtements et qui les vend directement. C'est grâce à ces boutiques qu'elle a réussi à ouvrir aujourd'hui à Atlanta, aux États-Unis. Elle arrive à faire connaître un peu la culture ivoirienne dans un pays étranger. Et ça, c'est un avantage pour le développement du pays. C'est une richesse créée. C'est pas qu'un homme n'est pas capable de faire cela, mais les femmes, elles sont beaucoup plus dans ce genre d'objectifs sociaux, dans ce genre d'objectifs développement, plutôt que dans l'objectif faire de l'économie, faire de l'argent par l'entrepreneuriat. Et le dernier exemple, pardon si tu me permets, que je veux donner, c'est qu'une femme autonome et une femme entrepreneur est une femme qui inspire. En ce sens, c'est de la richesse aussi qu'elle crée. Parce que si je veux prendre l'exemple de Madame C.J. Walker dont on a parlé au début, c'est une femme qui a été millionnaire parce qu'elle a été inspirée
par d'autres femmes noires qui, elles, réussissaient à leur manière. Et c'est en s'inspirant, en se cultivant, en remarquant les tares qu'elle n'a pas, en voyant comment est-ce que d'autres arrivent à évoluer, qu'elle aussi a essayé de se mettre à niveau, a essayé de cultiver un besoin dans un domaine particulier jusqu'à créer sa propre marque, Madame C.J. Walker. Donc, oui, Amy, vas-y. Voilà, toujours pour aller dans ce sens, parce que c'est très important de motiver toutes ces femmes-là qui nous regardent. Effectivement, la femme crée de la richesse. Je prends encore d'autres exemples. Par exemple, au Gabon, on a aussi cette émergence de jeunes femmes entrepreneurs. On a par exemple le cas de Potion Naturelle Baessé qui fait dans la confection de crème. Avant, en Afrique, on achetait tout ce qui venait de l'Europe et tout ça. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que des femmes, des jeunes femmes, qui aiment pourtant la beauté se lancent aussi dans la confection des choses. On a aussi les confitures de Nini. Nous avons rédigé un article sur elles. On a de plus en plus de femmes qui se lèvent, créent des choses, qui mettent en avant l'Afrique, et c'est très important pour les jeunes femmes africaines. Donc, je voudrais aussi faire le parallèle avec, toujours commenter sur la question des comparaisons hommes-femmes, c'est que la Bible dit aussi que la femme vertueuse, en fait, son mari est loué à toutes les portes. Donc, ces femmes-là qui sont autonomes, dans le sens vraiment d'être libre parce que l'autonomie, simplement, c'est la capacité de prendre ses décisions, de prendre des initiatives. Exactement. Qu'on soit libre financièrement ou pas. Donc, ça peut être de l'argent qui vient de ton mari et tu l'investis dans quelque chose. Ça peut être de l'argent qui vient de ta famille, tu l'investis dans quelque chose. Ça peut être ton propre travail, mais l'autonomie, c'est très important et c'est une bonne chose quand on est vraiment une femme sage qui bâtit, comme on a cité les exemples de Christelle, et je citerai aussi Christelle, qui est une jeune femme aussi entrepreneuse, qui aussi inspire et qui a couvert l'événement All for His Glory du CGF, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'était un concert et on a été habillés par mois CI. Et il y a beaucoup de ces entreprises-là qui sont des jeunes entreprises, mais qui vont se démarquer et on sait que ça va ouvrir la porte à d'autres choses et on encourage vraiment toutes les femmes à arriver à cette autonomie-là, émotionnelle et dans tout. Bien évidemment. Donc, je vous dis merci. On va aller au terme avant de prendre vos dernières interventions, vos mots de fin. Alors, il faut vraiment que nous rappelions que le CGF, c'est vraiment une ONG qui a pour objectif de rendre autonome la femme, d'aider la femme à être autonome. Donc, notamment l'accompagnement des projets. Il y a des projets d'alphabétisation qui seront mis en œuvre d'ici là. Nous avons également des aides au développement personnel, notamment voilà, l'accompagnement et tout. Et tous ces élans, les femmes sont victimes. Les femmes sont victimes depuis longtemps. Les femmes sont victimes depuis la nuit. Les femmes sont victimes en entreprise, dans leur famille. Les femmes ont des libertés bafouées, bridées. Et donc, il ne s'agit pas de revendiquer une quelconque égalité. Il s'agit d'aider les femmes à pouvoir profiter de ces droits, de bénéficier de ces droits, bénéficier de l'opportunité d'être autonome, de s'accomplir. Et effectivement, les intervenantes ont expliqué, elles ont vraiment bien dit, elles ont parlé de la femme sage qui bâtit, de la femme de valeur, qui, elle, est autonome, qui produit la richesse, que ce soit pour son mari ou pas, que ce soit pour la société. On a fait la nuance ici en expliquant que aujourd'hui, le caractère des femmes n'est pas forcément de l'insoumission. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre ces femmes soumises et ces femmes qui décident de ne pas être soumises ou qui sont impolies dans la société. Donc, il faudrait aussi qu'aujourd'hui, on cerne cette nuance, on essaie de comprendre, on essaie de voir, qu'on arrête les stigmates, qu'on arrête les stéréotypes. Donc, ici, aujourd'hui, on a voulu présenter une vision qui n'est pas la seule vision. Il y en a énormément. Mais nous avons pris l'exemple de toutes ces femmes. Ici, nous avons Amy qui est vraiment responsable de l'ONG Azeva. Nous avons Blondel qui est vraiment qui fait dans l'événementiel, qui a une association aussi. Nous avons Marie-Michel qui travaille déjà qui est dans le monde professionnel. Et puis, voilà, nous avons Christelle aussi qui est dans le monde professionnel et aussi qui entreprend. Nous avons Marina qui est là, qui est la fondatrice de l'ONG CGF où nous sommes en ce moment. Donc, nous essayons à notre niveau de nous tenir la main et de créer des richesses pour aider d'autres femmes aussi à pouvoir aller de l'avant. Et donc, aujourd'hui, que chacune prenne conscience à son niveau qu'elle peut créer de la richesse, qu'elle peut. Et elle doit être autonome. Mais l'autonomie n'est pas forcément un rapport de soumission. Alors que tu décides d'être soumise ou pas, mais que les hommes arrêtent de nous stigmatiser par rapport à cela, parce que l'autonomie n'est pas forcément égale à l'insoumission. Donc, effectivement, c'était revenir sur ces points. Donc, nous allons prendre vos mots de fin, si vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Et puis, voilà, avant de clôturer. Donc, on va commencer par Blondel. Tu peux y aller.
Elle m'a entendu. Blondel, vas-y. Le mot de fin, tu as quelque chose à ajouter. Ton micro, il est coupé. Blondel, ton micro ne passe pas. Oui, c'est le mot de fin? Oui. Oui, je tiens d'abord à remercier toutes les dames et tous les messieurs qui ont participé à cet échange. Et merci également à toutes les intervenantes. Maintenant, ce que je peux dire aux femmes, puisqu'il s'agit de nous qui nous écoutent, c'est que elles doivent arrêter de penser qu'elles dépendent des hommes. Elles doivent apprendre dorénavant à s'affirmer, à créer des richesses et à motiver, à être des motivatrices, à être celles-là qui inspirent la jeunesse, qui motivent la jeunesse et qui encouragent la jeunesse à entreprendre. Parce que dans notre société africaine, particulièrement ici au Cameroun, lorsqu'on dit qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous regarde un peu un chat parce que chez nous, on pense que celui-là qui a réussi professionnellement, c'est celui qui a réussi un concours étatique, qui est un fonctionnaire entre parenthèses. C'est un peu plus de nos jours que les jeunes commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant, c'était, on a le bac entre parenthèses, ou bac plus 2, bac plus 3. On vise quoi? On calcule automatiquement un concours étatique. Un concours étatique. On pense que c'est au travers de ça qu'on va réussir. Moi, particulièrement, quand j'ai démissionné de mon emploi, quand j'ai démissionné, ma maman, est-ce que vous savez, pour la petite anecdote, que ma maman, jusqu'à présent, n'a pas encore intégré le fait que je suis entrepreneur, jeune entrepreneur. Parce que pour elle, excusez-moi, il y a de cela peut-être 3 mois qu'elle m'a demandé si je ne pense pas chercher un emploi. Vous voyez un peu, parce qu'on nous a engloutis dans ces pensées-là qui ne reconnaissent pas la valeur de l'entrepreneuriat. On ne sait pas créer, on ne sait pas entreprendre, on veut travailler pour les autres. Et pourtant, si je me mets dans l'entrepreneuriat, Marina, Christelle, peu importe le domaine, ensemble, nous allons contribuer non seulement à embaucher des jeunes, à leur donner des emplois, mais également, nous allons contribuer à développer notre pays, à développer l'Afrique. Donc, lancez-vous, mesdames. Vous avez de la valeur, vous avez de la matière, vous avez plusieurs capacités que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, arrêtez de rester à la maison dans les foyers, pensant que c'est monsieur seul qui doit être productif. Je suis désolée, dans la maison, dans la société, on a longtemps pensé que c'est la société occidentale qui voudrait que monsieur soit productif, madame également. Commençons à inculquer ça à nos enfants, à nos petits frères, ainsi de suite, pour que tout le monde... Et puis même, je voulais relever un point, c'est qu'une femme qui est autonome n'a pas le temps d'être aigrie dans son foyer avec les maîtresses de monsieur et tout. Bon, c'était une parenthèse. Bonne soirée. Ok, merci. Nous te disons merci, Blondel, pour ton intervention. Merci encore à toi d'adhérer à la vision du CEGEF et d'accepter de tenir la main avec toutes ces femmes-là. Donc, nous allons donner la parole à Amy pour son mot de fin. Donc, Amy, nous t'écoutons. Amy, tu me reçois? Tout a été dit. Merci pour le temps de nous écouter et de nous encourager aussi. Merci pour les commentaires. Oui, ça passe? Oui, nous t'écoutons. Oui, oui. Ah, je crois que ça coupe chez moi. Voilà, je disais à toutes ces femmes-là qui ont pris leur temps, leur précieux temps pour être là, échanger avec nous. Merci aux commentaires, à toutes les personnes, aux hommes aussi qui étaient là, parce que c'est toujours bien de recevoir du soutien. Merci de soutenir le CEGEF. Pour mon mot de fin par rapport au thème, je dirais qu'il y a beaucoup à faire encore.
Il y a beaucoup à faire et nous, on s'inscrit dans cette dynamique d'apporter notre pierre à ce que les choses changent et que ça améliore pour les femmes. Notre message aux femmes aussi, c'est que au-delà même de la lutte sur l'égalité des genres, il y a aussi les lois du marché. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur le consommer africain. Il y a une réalité, les gens se plaignent souvent de oui, achetez chez moi, vous n'achetez pas chez moi et tout ça, tout ça. Mais la réalité, c'est que sur le marché, c'est différent. C'est pas, on n'est pas une famille, on n'est pas en amitié quand on pense à son bien. Le consommateur pense à son bien. Donc, soyons fortes face aussi à la concurrence de se dire que tel produit est meilleur que pour le mien et je dois m'améliorer, je dois améliorer ce que je fais. Maintenant, c'est très important quand on est dans les ONG, c'est clair que tu seras soutenu. Les ONG, c'est vraiment, on est là pour ça, pour soutenir. On peut booster quelque chose, mais après, il y a la concurrence, il faut se mettre au niveau. Et ça, c'est même de manière intellectuelle pour celles qui peuvent se former, formez-vous. Et pour celles qui sont dans les foyers, franchement, vous n'êtes pas les dernières de la classe. C'est toujours de consacrer sa vie aussi à ses enfants. Nous, en majorité, nos mères, elles ont beaucoup fait ça. Ce ne sont pas les femmes qui ont forcément rêvé de gérer des ONG, être des entrepreneuses et tout ça. Mais si on est là, c'est parce qu'elles ont pris leur temps. Donc, notre message, c'est aussi à ces femmes-là et à nous de se dire que la famille, ça reste important. Et merci encore pour de croire en nous, de croire en la jeune femme. Le meilleur est devant. Donc, Marie-Michel, ton mot de fin. Alors, donc, moi, je voudrais dire un grand merci à toutes les conférencières qui ont accepté de participer, à Marina spécialement, bien sûr, et à toutes les participantes et participants, parce qu'apparemment, il y avait aussi des hommes. Donc, c'était très intéressant, votre touche. Merci beaucoup. Et moi, j'ai un dernier message à donner, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se lancer, en fait. Si c'est dans l'entrepreneuriat, si c'est dans une quelconque activité, de ne pas avoir peur de se lancer, de ne pas se décourager parce que c'est pas facile. Déjà, même pour avoir un emploi, les CV, tu déposes un peu partout, il n'y a rien, c'est pas grave, continue. Si c'est ça que tu recherches, si c'est l'entrepreneuriat que tu recherches, continue. Ne te laisse pas freiner ou limiter par les conditions peut-être que tu as vécues dans ton enfance, par le fait que peut-être que tu n'es pas parti à l'école, par les stigmates de la société, par rien en fait. Donc, concentre-toi sur ce que tu veux, sur tes ambitions, tes objectifs, tout en respectant bien sûr que voilà, tu es une femme, voilà, si tu es mariée, tu as un mari, il faut être soumise à ton mari, etc. Donc, il faut toujours nourrir des bonnes valeurs, des bonnes ambitions et voilà, aller jusqu'au bout, réaliser tes rêves. Merci. Nous te disons, merci Marie, merci vraiment pour ton intervention. Donc, Christelle, à toi. Pour ma part aussi, j'aimerais remercier tout le monde, te remercier Marina pour cette initiative et remercier toutes les participantes d'avoir enrichi le débat, que ce soit sur la page Facebook ou que ce soit ici en train de discuter. Et comme mot de fin, j'aimerais rappeler qu'il est aussi important effectivement de chercher l'équilibre en toutes choses, de chercher l'équilibre dans sa vie parce qu'il y a plusieurs sphères, que ce soit la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère spirituelle, peu importe la sphère, il faut toujours chercher et trouver l'équilibre pour ne pas sombrer dans l'abus. D'autre part, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, effectivement, j'entreprends dans le e-commerce, dans la personnalisation des articles. Et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que la solidarité n'existe pas trop. Et j'aimerais motiver un peu tout le monde à être solidaire entre soi. Parce que c'est vrai, on peut décider de se lancer dans l'entrepreneuriat et après se décourager ou bien avoir l'impression qu'on n'a pas du soutien ou encore, c'est vrai que ce sont juste des choses qui ne doivent pas nous freiner pour autant. Mais ce serait intéressant de rester solidaire, de s'encourager, de partager les bonnes pratiques et d'ensemble d'aller plus loin. Voilà. Donc, franchement, les filles, les femmes, le CGF vous remercie. Vraiment, vous êtes toutes membres du CGF. Mais je tiens encore à vous dire merci aujourd'hui pour votre apport. Et je vais vraiment, vous avez déjà tout dit, il faut essayer de trouver un équilibre. Tu peux être une femme mariée, tu peux être en couple et être entrepreneur et être autonome. Tu peux être une femme en couple qui ne décide pas d'entreprendre, mais tu as un certain équilibre de vie, tu crées une richesse, tu apportes quelque chose. C'est très important, il faut apporter quelque chose. On n'est pas là juste pour se lever, vivre, non. Le fait de faire des enfants et bien éduquer tes enfants, t'occuper de ton mari,
cultiver, apporter à manger, c'est un travail. Ne restons pas calqués aussi sur le fait que l'entrepreneuriat aujourd'hui est la seule source de richesse. Non, vraiment, il faut déployer ses forces, déployer son intelligence, déployer ses capacités. Blondel l'a souligné tout à l'heure, il faut connaître ses capacités pour pouvoir les déployer à tous les niveaux. Le CEGEF Afrique aujourd'hui, c'est Abidjan avec Marie-Michel, c'est voilà, Blondel au Cameroun, c'est Christelle Amy à Casablanca, c'est partout. Marina à Lyon, on est de partout. Il y avait Uris tout à l'heure qui est de Libreville. Le CEGEF Afrique aujourd'hui, c'est toutes ces femmes qui acceptent de se tenir la main. Donc nous te disons aussi, si toi qui nous regardes, tu n'es pas encore, sois la bienvenue, t'invitant, tu peux nous rejoindre. Prenons l'entraide. Consommons africain. Consommons beaucoup, c'est très important parce que Christelle l'a relevé tout à l'heure et Amy aussi l'a dit. Il ne suffit pas juste d'encourager, il faut consommer. Donc, pour la petite histoire, quand on a fait le concert du CEGEF en septembre dernier, je ne me rappelle plus, ben, on a commandé des t-shirts par mois, mais par mois, on n'était pas dans forcément le pays où on était. Mais Christelle est une femme du CEGEF et on encourage les femmes du CEGEF. C'est juste un exemple. Donc, il faut encourager. Il ne faut pas juste encourager pour dire je t'encourage. Il faut consommer. Il faut participer à l'œuvre. Voilà. Donc, si à chaque fois que tu as l'occasion de consommer pour une femme qui entreprend ou pas, mais qui est africaine, fais-le. Parce que c'est de cette façon qu'on crée la richesse, qu'on valorise ce qu'on a. Les autres, c'est un exemple vraiment, quand on dit par exemple en Chine l'euro, quand 1 euro en Chine, ça tourne pendant un mois, on peut dire pendant une année. Chez nous en Afrique, dès que ça rentre, ça sort. C'est pour dire consommons africains, valorisons-nous, aidons-nous dans nos actions et ne soyons pas insoumises parce que ce n'est pas une bonne chose. Et comprenons pour une bonne fois pour toutes que la soumission, ce n'est pas, c'est juste une marque de respect, que ça ne nous tue pas. Voilà. Ce n'est pas mauvais aussi si tu es insoumise, c'est ton choix, mais sois autonome néanmoins. Donc voilà, nous vous disons merci d'être là, d'être resté avec nous pour ce moment et on espère que ça vous a apporté beaucoup. Le style du CEGEF, c'est ensemble nous irons plus loin, se tenir la main toujours pour s'aider, quelles que soient nos activités, quel que soit ce que nous travaillons. Donc je vous tiens à vous dire merci pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée.